Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it. Bonsoir à tous, on est ravis de vous voir aussi nombreux pour le premier débat. Je suis très honorée d'ouvrir la 58e saison des Mardis de l'ESSEC. J'espère que cette saison sera aussi belle que celle passée. Je laisse maintenant la parole à Ariane qui va présenter notre invité et je vous souhaite à tous un excellent débat. Monsieur le ministre, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, constructeurs, développeurs et promoteurs immobiliers, et en partenariat avec le journal La Tribune. Tel un Christophe Colomb des temps modernes, partons, en votre compagnie, à la découverte des numériques. Comme embarcation, pas de Santa Maria, mais un ordi et des idées plein la tête. Il y a du data dans la voile et dans le cerveau. Attention, cela va surfer, version 5G. Majoubi ne va pas nous envoyer sur Mars, mais dans l'univers numérique pour découvrir les trésors de l'IA. Allez, on appuie sur Enter du clavier numérique de votre vie et on part pour faire un reset total de la société. I had a stream, disait le petit Mounir Majoubi, qui ne passait pas son temps derrière sa console de jeux Nintendo à jouer à Super Mario. Non, déjà, il réfléchissait à comment comprendre et changer le monde. À 13 ans, vous remportez le concours des jeunes inventeurs du magazine Science et Vie Junior pour un disque révolutionnaire qui va tout bouleverser. Il se présente sous la forme d'un camembert. Attention, ce premier camembert intelligent vous permet de dessiner des diagrammes circulaires ou mesurer la valeur d'un angle d'un petit triangle. Rapidement. Vous n'avez rien compris? Moi non plus. Joker, ou plutôt je clique sur Escape avec la souris. L'ascension sociale était alors en marche, et comme Super Mario, vous gagnez sur tous les circuits. Un vrai super-héros français, un Gandalf du numérique, qui découvre les pouvoirs magiques, non pas de l'anneau, mais de l'algorithme magique. De la Terre du Milieu, vous grimperez jusqu'à Gondor en triomphe. Allez, on clique sur la plage suivante. Tiens, je vois un lien vers votre compte Insta. Je clique, je follow, même si vous ne m'avez pas follow back, et je regarde votre story. Originaire d'un milieu modeste, vos parents ont immigré dans les années 70. Votre mère était femme de ménage et votre père peintre en bâtiment. Comme quoi, l'API ne fait pas le moine. On scrolle vers le bas. Dès 16 ans, vous travaillez dans l'entreprise Club Internet, en parallèle de vos études au lycée. Vous êtes technicien réseau au centre d'appel. Vous découvrez qu'il vaut mieux être dans la technique plutôt qu'au bout du fil. Sans perdre le fil de vos objectifs, vous vous engagez en politique et votre carrière commence en tant que délégué syndical CFDT. Ctrl-Alt-Supr, je change de logiciel. Tiens, un texto. Mardi 28 septembre, portes ouvertes de la Sorbonne et de Sciences Po Paris. Ce sont bien ces deux institutions qui vous ont ouvert leurs portes pour une maîtrise de droit et un master en finance. Incroyable métamorphose, on est passé de Super Mario à Age of Empires. Le goût du pouvoir commence à naître chez vous. Je décide de faire une petite pause sur YouTube. Je tombe sur le concours de plaidoirie de la Sorbonne en 2004, ainsi que le concours d'éloquence de Sciences Po Paris en 2007, que vous avez brillamment remporté. Quel panache! Vous savez aussi bien coder les belles idées que les principes politiques. IF, je gagne, then go to the ministère. Encore un pop-up s'ouvre. De la pub pour des CAP cuisine. Mais quelle idée! Erreur de codage sans doute, ou symbole de vos débuts de hackage en informatique, vous obtenez un CAP de cuisine en 2015. On dit que votre dessert favori est le mystère Java au glaçage HTML sous son coulis de Joomla et PHP. Je reste encore un peu sur ma faim et décide de continuer ma dégustation numérique. Je me lance et tape sur mon clavier « Entrepreneuriat » dans la barre de recherche. Trop de fenêtres s'ouvrent, je ne sais plus où donner de la tête. Je découvre que par vos multiples projets d'entrepreneuriat,
vous incarnez la Startup Nation. Vous avez commencé par créer Fairsense, une boutique en ligne d'autocollants décoratifs, projet que vous décrivez sur LinkedIn comme votre première start-up qui a échoué. Indiana Jones et le template maudit ne s'arrêtent cependant pas là, et notre cuisinier du numérique ne jette pas sa toque dès la première béchamel ratée. Non, notre serial entrepreneur ne se décourage pas, l'échec des autocollants ne lui collera pas à la peau. Et il lance en novembre 2009 Mounir et Simon, une agence spécialisée dans la communication et l'innovation. Vous cofondez aussi La Ruche qui dit oui, un site pas trop éloigné de vos préoccupations culinaires, soit dit en passant. Un site qui permet aux agriculteurs et producteurs de vendre en circuit court leurs produits aux consommateurs. Les photos alléchantes me donnent faim. L'ordinateur est en surcharge, mais je veux absolument regarder les autres fenêtres. Je commande tout votre menu. Notre boulimique de l'entrepreneuriat ne se laisse pas dépasser par tous ces projets. Vous lancez le Bridge, visant à créer une scène entrepreneuriale européenne et inciter ainsi les investisseurs et entrepreneurs à aller au-delà des frontières. Après les centres d'appel, les autocollants, La Ruche, on s'internationalise avec le Bridge. Voilà qui rebat les cartes et vous visez le petit chelem. En juillet 2012, vous faites un reset, vous supprimez vos cookies et mettez le cap sur la pêche au gros. Vous laissez de côté ces 3 projets de la tech et rejoignez en tant que directeur adjoint BETC Digital, une agence marketing filiale du groupe Havas. L'ordinateur souffle, surchauffe, est au bord de la rupture, ou plutôt de la disrupture. Mais qu'à cela ne tienne, vous enchaînez sur la création de la start-up French Bureau en 2016. Le succès coule en torrent. Je change de disque dur et m'intéresse maintenant à celui de la politique. C'est en 2007 que vous tapez sur Enter dans votre carrière politique. Adieu, monsieur le processeur, vous mettez entre parenthèses vos projets d'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas très clic droit sur la souris, plutôt clic gauche, puisque vous créez le portail segosphère.net pour soutenir Ségolène Royal lors des élections. L'ordinateur s'éteint. Il me demande le mot de passe. Je tape FH 2012 et je tombe sur le blog de la campagne électorale de François Hollande dont vous avez chapeauté le volet numérique. En 2015, vous essayez une nouvelle ligne de code, CNUM, c'est-à-dire le Conseil national du numérique, dont le président socialiste vous nommera à la tête. C'est enfin en 2017 que vous décidez d'abandonner ce poste pour devenir le conseiller en stratégie numérique de Macron lors de la campagne. Tiens, une grosse promo s'affiche à l'instant sur l'écran. Votre promotion ultime, votre nomination comme secrétaire d'État chargé du numérique. Quoi de plus étonnant? Un ministre azerty en vaut 2. Dans le FAQ en bas de la page, on demande votre âge. Vous n'avez que 34 ans, ce qui fait de vous le plus jeune du gouvernement. J'ouvre enfin un document vierge et tape ces quelques mots. La conquête de la mairie de Paris. C'est bien une page blanche qui s'ouvre pour vous. Et vous avouez à demi-mot que vous aimeriez y inscrire une victoire au municipal de 2020. Incarnation du Paris populaire et métissé, trentenaire né de parents marocains, emblème de la méritocratie française, vous avez tout pour vous. Il va cependant falloir sortir les griffes contre Griveaux, qui sera sûrement votre adversaire LREM. À ce propos, vous vous êtes permis une comparaison avec 2 champions du monde du football. Kylian Mbappé a été excellent, mais on en a déjà vu des comme lui. Alors que N'Golo Kanté, on ne le voit jamais venir. Il est petit, il est gentil et il va très vite. Alors, allez-vous réussir à prendre le ballon et marquer? On sait bien que ce n'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de but, mais c'est sans compter l'arrivée de nouveaux meneurs de jeu. Un dernier pop-up s'ouvre. Tu veux savoir tes succès à venir? Envoie Success au 61112. Success au 61112. Et la voyante qui propose ces services n'est autre que votre frangine. Alors n'allez-vous pas demander à votre sœur de tirer les cartes mères? Je vous passe maintenant la parole, ou plutôt le clavier, parce que vous le codez bien. Bonsoir Monsieur Majoubi. Merci d'avoir accepté notre invitation au Mardi de l'ESSEC. Comme le veut la tradition, vous disposez d'un droit de réponse sur la présentation qui vient d'être dressée par Ariane. Souhaitez-vous souligner quelques points? Je veux féliciter Ariane, je veux la remercier pour ces quelques mots.
Et peut-être dire qu'il manquait une chose, et ce dont je suis peut-être le plus fier, c'est que j'ai été candidat aux législatives et que j'ai gagné, que j'ai battu Jean-Christophe Cambadélis, que j'ai fait 40% au premier tour, que j'ai fait 10 points de plus que le premier tour au présidentiel et que je me suis battu du matin jusqu'au soir sur la place des Fêtes pour cette victoire. C'est important, député, et c'est ça qui aujourd'hui me donne ma légitimité de ministre et me donne l'envie de continuer chaque jour et de représenter encore plus les Français. Bon. Sur tout ce que vous avez raconté, tout est très très juste, tout est très important. Peut-être un élément, c'est que quand vous le décrivez, et parce que votre flux est parfaitement fluide, on oublie l'effort et la sueur. Et je crois qu'il est très important si les éléments biographiques peuvent être utiles à d'autres, c'est de se dire que dans cette somme-là, il y a surtout beaucoup de jouissance et de plaisir et beaucoup de sueur et d'effort, mais que à la fin des fins, je suis un homme heureux et que je trouve que dans le travail et dans la capacité à s'ouvrir à de nouveaux défis et à s'ouvrir en permanence à l'envie d'être utile aux autres, on peut aller loin. Voilà, c'était peut-être ça que je voulais rajouter. Après, je vous laisse continuer. Quel est le format de ce soir? Racontez-moi. À quel moment vous allez être piquant et dur avec moi? Parce que vous êtes très gentil. On l'a dit, on va être bienveillant, on va essayer d'avoir un discours constructif. Juste une petite première question d'actualité qu'Amélie va vous poser. Parce qu'en fait, on a remarqué qu'en ce moment, vous multipliez les interviews. On vous voit un peu partout. Hier soir encore, vous étiez dans la mairie du 7e arrondissement. Enfin, donc, en tout cas, en 7e arrondissement. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Vous avez bientôt une conférence avec Centrale. Alors, Monsieur Majoubi, vous êtes en marche pour la mairie de Paris? Alors, hier soir, vous vous trompez, j'étais à l'Élysée, puisque le président de la République m'avait laissé les clés de l'Élysée pour accueillir près de 1000 entrepreneurs du numérique. Tout à fait, avec la French Tech. C'est peut-être un autre avenir qu'il faudrait me... Mais hier dans la journée, alors. Alors, vous voulez qu'on parle de Paris rapidement? Si vous insistez, hein. Je crois que j'ai été assez clair ces dernières semaines, ces derniers mois. La réalité, c'est que La République En Marche est un mouvement jeune, un mouvement nouveau, qui a su montrer que les Français en général, et les Parisiens en particulier, avaient une profonde envie de changement dans la méthode politique, dans cette capacité à écouter, dans cette capacité à faire ensemble, et dans cette capacité à dépasser les clivages du passé. On a une élection européenne qui arrive, dans laquelle nous tentons, nous nous organisons, nous ferons des annonces dans les prochaines semaines. On va montrer que La République En Marche va être capable au niveau européen et en France de dépasser ces anciens clivages. Et ça va être compliqué, parce que la politique européenne, aujourd'hui, elle est structurée sur ces clivages. Et puis, quelques mois après, un peu moins d'un an après, il y aura les élections municipales. Les élections municipales, c'est des élections qui se préparent très longtemps à l'avance aussi, notamment quand c'est la première fois pour un parti qu'on y va. Donc évidemment, notre mouvement se structure pour ces élections municipales. Qu'est-ce qui va se passer à l'occasion de ces élections? Il va falloir définir ce que c'est que de faire du macronisme pour les municipales, pour diriger une ville. Diriger une ville à la façon d'En Marche, à la façon du macronisme, ça ne pourra pas être juste une déclinaison du macronisme gouvernemental, du macronisme présidentiel. Il faudra qu'on soit capable de construire aujourd'hui et dire c'est quoi la méthode. Vous avez vu les cheveux que j'avais, il n'y avait pas beaucoup de volume. Il faudra plus de volume pour Paris. Est-ce que du coup vous attaquez à la mairie de Paris? J'y arrive, vous avez vu, c'est une progression. Et donc définir ces champs, c'est définir une méthode, définir une façon de faire. Et puis ce sera incarné. Et dans cette discussion de la méthode, dans cette discussion du fond, dans cette discussion d'incarnation, j'ai répété à plusieurs reprises que j'avais beaucoup à dire sur la méthode, beaucoup à dire sur le fond et beaucoup à proposer sur l'incarnation. Donc la question elle se posera dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous aurez remarqué que depuis plusieurs semaines avec Benjamin Griveaux, ça se passe très bien entre nous, que nous continuons à être membres du même gouvernement, que nous avons eu des sujets communs très durs à porter ensemble et qu'on les a portés sans jamais qu'il y ait la moindre ligne entre lui et moi. Vous savez, le choix de la candidate ou du candidat, regardez ensemble, on n'a pas l'air beau là. Mais vous parlez que de Benjamin Griveaux, par exemple Hugues Rançon. Je viens d'utiliser le féminin pour vous dire qu'il y avait aussi des candidatures qu'on n'évoque jamais. C'est-à-dire Anne Le Breton, par exemple, qui a ces derniers jours parlé dans différentes interviews de ses envies, de ses intentions, de l'idée qu'elle pensait qu'elle pouvait incarner, qu'elle avait des idées sur la méthode et sur le fond. Mais aujourd'hui, tous ces gens dont on parle, Hugues, Julien, Benjamin, Anne et moi-même, on se réunit tous les mois dans le Copol.
Et dans Scopol, c'est une réunion qui dure 4 heures dans laquelle on aborde tous les grands sujets des municipales à venir, où on est près d'une 60aine. On a une 15aine de groupes de travail qui travaillent sur chacun des grands chapitres de ce que doit être une politique municipale. Je veux dire, on est avant tout un énorme collectif de boulot. La semaine dernière, on a lancé l'opération Paris et moi. On était tous présents. L'objet, c'est d'écouter les Parisiennes et les Parisiens pendant 6 semaines à partir du 3 octobre pour écouter ce qui est l'état d'esprit des Parisiens aujourd'hui. Donc oui, je suis là, oui, je suis très engagé, oui, j'espère être là jusqu'au bout. Vous avez entendu cette biographie, c'est quand même assez formidable que notre mouvement ait permis qu'on se pose la question aujourd'hui, qu'un mec de 34 ans, issu de parents immigrés, qui est devenu entrepreneur, qui est devenu ministre, puisse être candidat à la mairie de Paris. Et ça, c'est nous qui l'avons permis. Donc il faut qu'on en soit très heureux. Quand je regarde ce qu'on a réussi à faire à l'Assemblée nationale, quand je vois la diversité, la mixité, les nouvelles méthodes, le fond qu'on a réussi à injecter, je suis plutôt optimiste sur notre capacité à réunir et à transformer les règles du jeu pour les municipales. Et je serai là pour ça. Très bien, merci, merci Monsieur Majoubi. On a compris que vous étiez le candidat de la méritocratie, du coup, si vous l'êtes avec En Marche. Attention, parce que la méritocratie, c'est pas toutes les voix. Il faut être le candidat des Parisiennes et des Parisiens. Tout à fait, on est d'accord. Bon, rassurez-vous, ce soir, on ne va pas parler que de la mairie de Paris. On va également parler de numérique. Le numérique, ce vaste sujet. À la simple énonciation de ce mot magique, l'on visualise les plus grandes fantaisies modernes. Maisons connectées, reconnaissance faciale, voitures volantes et bien d'autres. Ce soir, certains s'imaginent déjà entendre le secrétaire d'État au numérique imaginer un monde de science-fiction aux technologies délirantes. Pourtant, il n'en est point. Ou pas tout à fait. Loin des affabulations les plus délirantes, notre gouvernement s'attelle à des tâches très concrètes pour faire avancer le numérique au sein des territoires, des entreprises et des foyers français. Financement, normes, régulation du numérique. Le numérique est avant tout une affaire de détail. Ce soir, vous nous posiez la question, nous essayerons de comprendre d'abord comment l'État essaye de favoriser cet écosystème numérique avant de s'attarder sur les réformes internes de l'État vers un État plateforme, puis de voir comment l'État peut essayer de pallier les fléaux du numérique par la régulation avant d'élever le débat et d'aborder les défis sociétaux qui s'accaparent du monde numérique de demain. Alors, mais où en est donc la France en matière de numérique ? La situation s'avère paradoxale. D'abord, d'un côté, nous disposons d'un des parcs Wi-Fi les plus importants au monde. Notre e-administration occupe la première place européenne. Notre écosystème French Tech fait référence jusqu'à Las Vegas et son CES. Notre gouvernement investit des milliards dans les fonds dédiés à l'innovation. Et puis de l'autre côté, la France n'est encore que 15e au classement des pays les plus connectés aux technologies de l'information et de la communication. Sur les 57 licornes européennes, seulement 3 sont françaises, un dur constat. Et nous sommes entièrement dépendants des géants américains d'outre-Atlantique. Alors, Monsieur Majoubi, ma question est simple et très générale. Quel est votre regard sur la force de frappe numérique de la France ? Quelle introduction! Bravo! L'objectif, ce qu'on a voulu construire dans ce gouvernement et ce qu'on construit avec le président de la République depuis près de 2 ans, qui a démarré pendant la campagne et qui est aujourd'hui. Notre vision, elle est claire. On veut faire de la France et de l'Europe des champions du numérique au service des humains. Champions du numérique au service des humains. Champion du numérique, ça veut dire qu'on doit être les meilleurs. On doit être les meilleurs en termes de recherche, on doit être les meilleurs en termes de densité des écosystèmes, on doit être les meilleurs sur les technologies les plus avancées, mais on doit aussi être les meilleurs dans leur diffusion dans toute l'économie, dans toute l'industrie. Alors il faut ensuite qu'on relève les copies, qu'on regarde dans quels endroits on n'est pas les meilleurs. Puis après, être les meilleurs, pourquoi ? Être les meilleurs pour un sens, il faut avoir une vision, il faut se poser la question des valeurs. Et nous, on veut être les meilleurs au service de l'humain. On veut être les meilleurs parce qu'on pense que des entreprises extrêmement innovantes, qu'un État extrêmement innovant, que le progrès et la technologie sont au service du bien de l'humanité. Et ça nous différencie d'autres continents qui ne se posent pas la question de ces valeurs. Alors, d'abord champion. Est-ce qu'on est champion sur les startups ? Alors, en nombre, on est champion. Avec près de 10 000 startups sur notre territoire, on a un des écosystèmes les plus denses de startups dans le monde.
C'est-à-dire qu'on peut être très fier de cet écosystème, de sa diversité. Il faut faire mieux. C'est pour ça qu'on a un plan pour une plus grande mixité dans les créateurs de start-up, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'on a plus de 90% d'hommes créateurs de start-up dans la French Tech. Un plus grand effort de mixité sociale, puisqu'aujourd'hui, on est à plus de 95% de CSP+, et d'enfants issus de parents CSP+, dans la French Tech. Donc on a un vrai sujet sur cette diversité, mais tout de même, on est les meilleurs, et parmi les meilleurs au monde. Mais est-ce qu'on est à l'échelle? Est-ce que ces startups, elles grossissent? La réponse, c'est jusqu'à aujourd'hui, non. La priorité que j'ai donnée depuis que je suis arrivé depuis 1 an et demi, c'est comment la French Tech doit passer de l'éclosion à l'envol. Pendant 5 ans, on a eu une stratégie de favorisation de l'éclosion. On a saupoudré positivement. On a structuré localement les écosystèmes avec les métropoles French Tech. C'est ça qui a permis l'arrivée des 10 000 startups. Et si on veut avoir des géants, il faut d'abord avoir des petits. Bon, maintenant qu'on a fait la phase émergence des petits, il faut qu'on soit capable de mobiliser notre attention, notre argent public, notre capacité de soutien sur celles qui ont le plus gros potentiel de développement. Hier, à l'Elysée, quand j'avais les clés, j'ai remis le Pass French Tech. Le Pass French Tech, c'est un label qu'on remet aux startups qui sont en hyper-croissance, qui ont fait une croissance supérieure à 2 chiffres ou à 3 chiffres sur 2 années consécutives. Elles étaient 107 hier. Elles étaient 87 il y a 1 an. Objectif de l'année prochaine, 200. Moi, je crois très fort au fait qu'aujourd'hui, et je connais intimement et personnellement cet écosystème. Je pourrais vous les citer, je pourrais vous les présenter. Je vois celles qui pourraient lever entre 20 et 100 millions d'euros l'année prochaine, recruter 100 à 200 personnes dans les prochains mois et être capable d'aller à la conquête du monde. Et on les voit arriver. On a des annonces, que ce soit dans les technologies financières, dans les technologies de l'assurance, dans les technologies de la santé, que ce soit, regardez le livret jaune hier du Pass French Tech, quand vous retrouvez ces entreprises, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai ». Et donc, on les a pas, les licornes, là, on n'est que 3, ok. Mais réinvitez-moi l'année prochaine, et réinvitez-moi l'année d'après, et chaque année, j'aimerais vous en présenter une nouvelle. Comment on fait pour faire émerger et faire grandir plus vite? On fait venir l'argent. Donc, depuis plusieurs mois, j'ai célébré l'arrivée de plusieurs fonds étrangers. BPI a structuré sa capacité d'investissement pour faire venir ces fonds. C'est-à-dire qu'au lieu de créer des micro-fonds d'intervention locaux, on demande à BPI de plutôt faire des fonds d'attractivité internationale. BPI met 100 et le fonds international met 200. Et résultat, on a des fonds de qualité internationale basés à Paris qui investissent. Priorité scale-up. Ensuite, dans l'économie, il n'y a pas que les startups. Parce que je parle beaucoup d'elles, mais le sujet de mon inquiétude quotidienne, ce n'est pas les startups. Elles n'ont pas attendu que Majoubi arrive ou que Macron arrive. Elles nous aiment très fort, elles aiment beaucoup le président. Moi, un peu moins, parce que j'arrive aussi avec les mauvaises nouvelles. Mais elles vont plutôt pas mal. Mais par contre, les TPE-PME, ça ne va pas. On est 16e au niveau européen sur la numérisation des TPE-PME. Le 15 octobre, on va annoncer un plan national France Num pour les TPE-PME qui va à la fois faire du conseil, de l'orientation, la création d'un réseau national d'accompagnement pour ces TPE-PME et un financement à hauteur d'1 milliard d'euros de prêts garantis par l'État et par la BEI, la Banque européenne d'investissement, pour permettre à ces PME de faire des premiers pas numériques. Quand on dit 16e au niveau européen, on parle d'entreprises qui n'ont fait aucun acte de numérisation. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas présentes en ligne. Elles ne sont même pas présentes dans les annuaires, ni présentes sur Google. C'est-à-dire qu'elles sont très très loin. Alors qu'on a vu qu'un premier pas, être simplement référencé, ça ne coûte pas grand-chose. Ça vous augmente jusqu'à 30% la fréquentation dans votre lieu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous vous déplacez plus dans un magasin sans taper son nom dans Google Maps ou sur une autre map. Quand vous le tapez et que vous voyez que le magasin n'y est pas référencé, beaucoup de gens sont prêts à aller dans un autre endroit qui est référencé et qui serait à côté. Donc ça, c'est très important, c'est très grave, il faut qu'on aille très rapidement. Et puis après, il y a les grands groupes pour lesquels on a beaucoup travaillé là sur l'offre internationale numérique. Comment nos grands groupes qui sont forts dans leur métier, grâce au numérique, pourraient être forts collectivement. On va prendre l'exemple du bâtiment, de l'énergie, du déchet. Grâce au numérique, on pourrait être très fort sur la Smart City et sur l'offre Smart City à la française. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On part divisé. On répond aux appels d'offres chinois avec 5 répondants. Si on était capable, et c'est ce qu'on est en train de structurer aujourd'hui, d'avoir une offre collective autour d'une plateforme numérique où tous ces offreurs-là proposent la ville connectée de demain, on peut repartir à la conquête mondiale de ces marchés. Et c'est très important parce que c'est des secteurs sur lesquels on est extrêmement fort. Donc ça, c'est tout ce volet de champion du numérique. Et pour moi, c'est extrêmement important d'expliquer que la raison pour laquelle on doit être les meilleurs, c'est pas juste pour faire du fric. C'est-à-dire qu'il y a un continent qui a décidé que la réussite des entreprises et la réussite des startups, ça devait créer du profit.
c'est le continent américain. Mais si vous regardez d'autres pays, les champions du numérique, les licornes, elles sont là pour contrôler les populations. C'est le continent asiatique, et plus particulièrement la Chine. Et puis il y a le continent européen qui dit il faut que nos grandes entreprises du numérique, elles aient du sens, de l'impact, qu'elles transforment les métiers, qu'elles le fassent positivement, et surtout qu'elles changent la qualité de vie autour de nous. Et ça, c'est un élément qui doit être un moteur pour tout le monde. Mais c'est pas tout. C'est pas parce qu'on se mobilise sur être des champions économiques que dans le même temps, on ne doit pas aussi se mobiliser pour être au service des humains. Et là, c'est tous les enjeux sur l'inclusion numérique, les 20% de Français qui ne savent pas se connecter à Internet, c'est tout l'enjeu sur la sécurité numérique, c'est tout l'enjeu sur l'État qui doit être au même niveau que les entreprises, et c'est pour ça que tout se tient. Ségolène Royal répétait souvent, tout se tient. D'accord, merci beaucoup pour cet état des lieux. Donc, commençons d'abord par, vous avez mentionné l'innovation, l'écosystème de l'innovation en France aujourd'hui. Et ce qu'on voudrait savoir, ce qu'on voudrait connaître un peu mieux, c'est la place de l'État dans ces Startup Nation. Et débutons par un sujet assez important qui est le financement de l'innovation que vous avez mentionné, notamment en parlant de la BPI, de la Banque publique d'investissement. Et rappelons qu'aujourd'hui, la ligne de l'État français consiste à débloquer des financements publics pour des futures pépites du numérique. Preuve en est la décision de créer un fonds d'investissement à hauteur de 10 milliards d'euros qui a été constitué au sein de la Banque publique d'investissement et qui est piloté par le Conseil de l'innovation qui a été récemment créé. Ce fonds, il est destiné à faire émerger des innovations de rupture pour créer les filières de demain. Donc des innovations sur le long terme qui révolutionneront notre monde. Mais quel intérêt pour l'État de financer ces startups, enfin de financer cette innovation plutôt, à la place des acteurs privés? Estimez-vous que c'est parce qu'il y a un manque de fonds privés aujourd'hui en France? Alors, je suis désolé, je désactive mon téléphone, c'est pas bien. En fait, je vais vous dire ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir quelqu'un qui me dit « Merci pour ce tout se tient ». Ah, je ne dirais pas qui c'est. Il faut être extrêmement ferme là-dessus. L'argent public, il ne doit servir dans l'investissement dans des entreprises que là où il y a un manque du marché. On est dans des économies libérales. On a fait le choix de la concurrence et de la libre compétition. Il est donc absolument délirant de penser que l'État doit rentrer en concurrence avec les investissements privés. Quand on est arrivé, la première chose que j'ai demandé au patron de BPI France, c'est l'évaluation de l'impact sur les différents investissements qu'on avait faits et s'assurer que toutes les lignes stratégiques de BPI France étaient bien alignées avec les lignes stratégiques du projet gouvernemental. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était passé d'une priorité sur l'émergence à une priorité sur la croissance et l'accélération. Ça veut donc dire qu'il faut se poser vraiment la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour tenir nos objectifs d'émergence, il y a assez d'argent du privé? La réponse est oui. Donc il faut qu'on arrête de rajouter de l'argent sur la partie émergence. Il ne faut pas diminuer du jour au lendemain parce que vous savez ce que ça a permis, l'argent public sur émergence? C'est ça qui a fait qu'on a pu créer plein de fonds privés en France, puisque en étant en 1 pour 1, c'est à peu près la politique de BPI France sur les fonds d'investissement early stage. En faisant du 1 pour 1, on a permis à des fonds qui n'auraient jamais eu la capacité à mobiliser de l'argent de dérisquer une partie de leur investissement sur des investissements où le risque dépasse quand même parfois 80%. Enfin, il faut se dire ce que c'est quand même cet argent qu'on met sur les premiers tickets. Donc ça a permis de faire émerger ça. Depuis, les régions sont venues avec des nouveaux outils financiers qui sont la garantie. Depuis, on a des business angels qui se sont mobilisés. On me dit, faites attention, parce que comme on a supprimé l'ISF, en supprimant une partie de l'ISF, on a supprimé une niche qui allait avec. Et il se trouve que cette niche a été pourvoyeuse de fonds pour les business angels. Et là, je leur ai dit, vous n'allez pas m'engueuler quand même, parce que je me suis fait engueuler par des associations de business angels qui disaient, oui, mais maintenant qu'il n'y a plus la niche, on ne peut plus investir. Et ben, on a fait mieux que vous offrir la niche, on vous a offert tout l'impôt. Donc, j'espère que les business angels comprendront que cet effort qui a été fait par l'État dans son budget attend de leur part un investissement à nouveau dans l'économie. Sur le Fonds des innovations de rupture, ce Conseil national de l'innovation dont je fais partie, avec Bruno Le Maire, avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et avec des personnalités qualifiées, on donne à chaque réunion de ce CNI une priorité, ou deux priorités. Et suite à ces priorités, on lance derrière un appel à projet qui financera des challenges, où on pose des questions qui sont des défis technologiques et techniques qui n'ont pas encore de réponse de haut niveau dans l'industrie. Les deux priorités qu'on a données au dernier conseil qui a eu lieu en juillet, la première c'est l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic de santé.
Là, l'objectif, c'est de se dire quelles sont les start-up, les entreprises ou les consortiums publics-privés qui sont sur le point de pouvoir proposer des solutions qui vont permettre de détecter 2 fois plus vite un cancer, d'être 2 fois plus rapide dans la façon de détecter telle ou telle maladie, et de se dire, cet argent, on va le massivement mobiliser pour eux cette année maintenant, pour qu'ils puissent passer à l'échelle au bon moment. Le deuxième sujet qu'on a décidé de financer, c'est le sujet, alors qui est très complexe, qui est celui de la maîtrise des algorithmes d'intelligence artificielle, qui est de dire quand un algorithme d'intelligence artificielle fonctionne de façon autonome ou quasi autonome, et qu'on n'a pas accès à son code, comment est-ce qu'on peut analyser et comprendre ses réactions? On a beaucoup de recherches publiques et privées sur ce sujet, et ceux qui maîtriseront ça seront ceux qui ne subiront pas l'intelligence artificielle de demain. Et comme on ne veut pas subir, on n'est pas là pour subir, eh bien, on a voulu en faire une priorité pour avoir les outils pour maîtriser ces intelligences artificielles à venir. Donc oui, oui, oui et oui. Et à chaque fois qu'on me dit que BPI France perturbe un secteur, par exemple cet après-midi au Digital Days, j'ai fait un petit speech et puis en sortant, il y a quelqu'un qui me fait quand même, depuis que BPI France est là, les tickets ont monté, les valorisations explosent, etc. La réalité, c'est que la valorisation des boîtes françaises, elle était 10 fois inférieure à la valorisation des boîtes américaines pour le même niveau de développement et pour le même niveau de chiffre d'affaires. La réalité, c'est que c'est pas à cause de BPI France que les valos, elles ont monté. C'est parce que nos startups françaises, elles ont arrêté de dire dans leur business plan que le marché, c'était la France. Maintenant, elles disent dans leur business plan, mon marché, c'est l'Europe plus les États-Unis, et donc on joue à armes égales. Parce que quand vous faites un business model où vous dites que vous avez un marché à 60 millions de personnes, bah oui, on vous fait une petite valorisation. Quand vous dites que votre marché, c'est 500 millions d'Européens et 600 millions du continent américain, bah, je vous assure que d'un coup, vous avez l'air plus fort. Donc juste pour rebondir rapidement sur ce que vous avez dit, est-ce que ça veut dire que les 200 à 300 millions d'euros qui sont déversés par an par la BPI, mais en dehors de ce fonds d'innovation, donc qui arrive depuis déjà un certain nombre d'années, depuis que la BPI a été créée, est-ce que cet argent va continuer à être déversé dans l'économie ou est-ce qu'en fait ils vont plus ou moins restreindre leur mandat? Il va continuer, et puis surtout, c'est beaucoup plus que ça, la BPI. Parce que là, vous parlez de la partie BPI Startup. Oui, oui, tout à fait. Mais BPI ne fait pas que des startups. Moi, je suis un nain. Je suis un nain. Mon secteur ministériel est un nain au sein de BPI France. BPI finance les grandes infrastructures industrielles, permet les grands projets d'innovation des grands acteurs et permet des financements qu'aucune banque privée ne permettrait de financer si la BPI n'était pas là pour aider certains de nos grands acteurs à partir à la conquête du monde. Donc sur la partie start-up, et BPI est aussi un des grands acteurs du financement des PME à travers le territoire, notamment des PME innovantes. Donc ça, c'est des volets qui ne changent pas, d'ailleurs qu'on a augmenté, sur lesquels on a remisé de l'investissement. Sur la partie start-up, je l'ai dit, on va stabiliser les fonds à destination de l'émergence et on va créer des nouveaux fonds sur la croissance. Donc c'est pas du en moins, c'est du en plus sur les startups. Là, je suis étudiant. Je vois que mon État investit énormément dans des startups. On parle de milliards d'euros. J'aurais aimé savoir s'il y a des clauses qui sont rattachées à ce financement. Est-ce que demain, je viens de créer ma start-up, on est en phase de scale-up, on me propose une opportunité à la Silicon Valley, est-ce que j'ai le droit de l'accepter? Est-ce que l'État a les moyens de me retenir parce qu'il m'a financé en early stage ou je suis totalement libre? Voilà. Quels sont les ressorts de l'État? Alors, BPI France est une banque. Oui, non, bien sûr. Elle est publique. Et c'est important de redire BPI France avec l'argent des Français. C'est-à-dire que c'est notre argent à nous tous ici. Mais qui se comporte comme une banque. Alors, il se trouve que parfois, elle ne se comporte pas comme une banque, parfois, elle se comporte comme l'État, c'est-à-dire qu'on lui demande de distribuer des subventions. Dans ce cas-là, l'objectif n'est pas que l'entreprise qui a reçu la subvention nous rende des comptes, c'est au contraire nous qui avons très envie que cette entreprise existe, et donc on demande à BPI de distribuer. C'est notamment le cas de la bourse French Tech, qui est une bourse de 15 000 €, qui arrive au tout début de la vie de ces startups, pour qu'elles puissent exister. C'est le very early stage, c'est la partie qui, dans beaucoup de familles, serait le family money, mais le love money. Et j'ai inauguré le dernier startup banlieue et le prochain a lieu au mois de novembre, où on disait, nous, on a beaucoup de family, mais pas beaucoup de money. Et ben, ce 15 000 €, il est là pour faire ce family money du démarrage. La question sur ce qu'on peut demander à un entrepreneur, c'est pas parce que BPI a investi chez vous que vous allez avoir des clauses qui vous empêchent de partir à l'étranger. Mais quand BPI est investisseur chez vous, BPI, si vous réussissez, réussit. Si vous revendez votre boîte derrière,
BPI va toucher sa part de dividendes et sa part de... Pardon, si vous revendez, elle va toucher une part de la plus-value qui aura été tirée de cette revente aussi. BPI, aujourd'hui, fait plutôt au global, si on fait l'analyse, des investissements très rentables qui reviennent dans l'argent des Français. N'oublions pas. Même pas forcément sur l'emploi, si ces entreprises partent à l'étranger. Et ça, c'est toujours un échec. Moi, je vais vous le dire, j'ai pleuré les larmes de mon corps quand une start-up du sud de la France, spécialiste de la robotique, n'a pas réussi à lever 200 millions d'euros en Europe, et donc s'est vendu à un laboratoire américain, alors qu'on avait tous massivement, enfin, la région, l'État, BPI, tout le monde avait subventionné. Mais bon, on avait investi, pardon, un peu subventionné aussi en vrai, donc ça fait mal au cœur. Mais on n'a pas perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup d'impact positif dans notre économie. Un des grands enjeux aujourd'hui, et c'est pas parce qu'on a mis de l'argent qu'on empêche les gens de partir, c'est comment on donne aux gens envie de rester, comment on s'assure qu'on a un écosystème qui les fait grandir. Aujourd'hui, moi, là, ce sur quoi je suis mobilisé, c'est les 20 boîtes qu'on a identifiées là, cette année, qui vont lever entre 20 et 150 millions d'euros. Comment on est sûr qu'il y a bien 20 à 150 millions d'euros disponibles là, en argent en Europe pour investir dans ces boîtes. Sinon, elles iront le chercher en Chine et aux États-Unis. Sinon, c'est comme ça. Donc finalement, le moyen pour l'État de retenir ces startups, c'est d'assurer que le contexte puisse amener des investisseurs. Et ça a été tout notre boulot pendant 1 an et demi. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, puisque je fais inauguration sur inauguration, on a des fonds étrangers qui s'installent en France, en Europe. On a des fonds français, européens qui émergent. On a, grâce aussi à BPI France, des fonds mixtes où on arrive à faire venir différents pays. On a un fonds israélien qui s'est installé à Paris dans le cadre d'un co-investissement entre BPI, des fonds français et un fonds israélien, et qui vont nous permettre de créer une culture du gros ticket. Ça apparaît vulgaire, mais en France, on savait mettre des petits tickets. En France, on savait mettre des financements mezzanines à 1 milliard d'euros, et entre les deux, on ne savait pas faire. C'est-à-dire que c'est un type d'investisseur particulier qui peut mettre 100 à 200 millions. Le fonds qui met 200 millions dans une boîte, il ne met pas 200 millions et il part. C'est un fonds qui généralement a une infrastructure d'experts de 10 à 50 personnes qui vient injecter son expertise aussi dans la boîte pour l'accompagner dans l'hypercroissance. Parce que quand on met 200 millions dans une entreprise, c'est qu'on fait passer une boîte de 50 salariés à une boîte de 200, 300, 400 salariés, d'une boîte qui travaille sur 3-4 pays à une boîte qui travaille sur 34 pays. C'est une ingénierie qui est particulière. Et donc en France, on préférait plutôt les petites qui sont très grosses dans un seul marché, ou alors on adorait, une fois qu'elles avaient fait toute cette phase un peu complexe et qui avaient des chiffres d'affaires de 200-300 millions par an, et là on sait faire des super opérations de mise en bourse, de cotation, de financement mezzanine, etc. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est le cœur. Très bien. Il y a un autre enjeu au-delà du financement, c'est la recherche. L'une des grandes forces des États-Unis est l'existence d'un écosystème qui est propice à l'innovation. Les universités et les entreprises entretiennent des liens extrêmement proches, outre-Atlantique, notamment dans les phases de développement et du financement de l'innovation. En titre d'exemple, les GAFAM ont récemment fait un don de 75 millions de dollars à l'université de San Diego, qui a pour ambition de lever 2 milliards de fonds privés en 10 ans pour financer ses départements de recherche. Il y a quand même des chiffres qui sont énorme vu de notre petit pays. Si l'objectif est de concevoir les technologies de demain, du coup, n'est-ce pas plutôt dans la recherche que l'État devrait investir? Et comment comptez-vous augmenter ces investissements dans la recherche? J'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'est plutôt pas mauvais en recherche. Oui. Et on est d'ailleurs un des premiers pays au monde, avec ces grandes démocraties que vous venez de désigner, à avoir investi très tôt et massivement dans la recherche. Il se trouve que quand on fait la somme de tous les investissements dans la recherche publique de tous les pays européens, on n'a pas à rougir. C'est-à-dire que souvent, là, les chiffres que vous venez de donner n'ont pas à nous impressionner. 75 millions d'euros pour la recherche dans une université, c'est une petite université française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Normal, vous avez beaucoup plus que ça comme budget annuel de recherche, y compris dans la donation des entreprises privées ou dans les partenariats publics-privés qu'ils peuvent avoir. Donc il ne faut pas avoir honte. Oui, les États-Unis sont... Regardez ce monsieur formidable qui était Cédric Villani. Cédric Villani, aujourd'hui, son grand sujet, c'est pas d'aller conquérir des milliards d'euros pour la recherche. On les a et on les investit, ces milliards d'euros dans la recherche. C'est les talents. Comment on fait émerger des meilleurs talents? Il a rendu un rapport qui est resté complètement invisible, mais qui est celui qui a le plus impacté... Il est venu chez nous en parler. Qui était le plan pour les mathématiques à l'école.
Aujourd'hui, le plus grand drame pour nous, c'est que nos masters de maths sont vides. Le plus grand drame pour nous, c'est qu'on n'a pas assez de PhD en mathématiques qui sont issus du système scolaire français. Donc il faut qu'on soit capable d'aller plus loin. Deuxième élément, sur la qualité de notre recherche. Si vous regardez les évaluations sur les publications, notamment en mathématiques et en intelligence artificielle, si vous regardez la nationalité des directeurs de laboratoires d'intelligence artificielle à travers le monde, vous voyez encore une fois que la France est au meilleur niveau. Est-ce que la recherche est parfaite et il n'y a rien à faire? Non. On a un petit problème dans notre recherche à nous, on ne fait pas beaucoup de transferts vers le privé. Il y a très peu de transferts de technologie. Mais, comme on a toujours été dans un système de recherche publique ouverte en France, on n'est pas dans une recherche à l'américaine où on brevette beaucoup de la recherche publique et ensuite on la licence. Il se trouve qu'en France, on fait de la recherche ouverte, réutilisable, etc. Bon, ça change un petit peu sur certaines recherches appliquées, mais aujourd'hui, beaucoup des technos fondamentales dont on parle aujourd'hui sont issus de la recherche européenne et de la recherche française. Donc n'ayons pas honte des chiffres, y compris des gros chiffres chinois, mais continuons à nous mobiliser. Aujourd'hui, le grand enjeu, on a augmenté cette année le budget de la recherche, pas massivement, pas en doublant. Le grand enjeu, c'est la recherche européenne et la mutualisation européenne. Quand on parle du supercalculateur, on est dans un système un peu complexe où on a besoin de ce supercalculateur, tous les pays voient la valeur qu'il y a à y aller, mais pourtant, tout le monde ne voit pas la façon de justifier auprès de son Parlement comment dire qu'on va rajouter 500 millions d'euros dans un pot commun dont on ne sait pas vraiment quelle va être l'issue. Grâce au travail politique de la commissaire européenne au numérique, Maria Gabriel, grâce au travail politique du commissaire européen à la recherche et grâce à la ministre de la Recherche française et à d'autres ministres de la Recherche, on a réussi à structurer et à financer ce plan qui nous permettra d'avoir ce supercalculateur européen d'ici 2022-2023. Donc on y arrive. On arrive à faire ces gros projets massifs. Donc j'ai pas honte, moi, d'être la France et l'Europe, et je veux vraiment qu'on soit fiers de cette recherche, et il faudra toujours plus. Dans le plan pour l'intelligence artificielle, on a fait tout un travail sur le chercheur-inventeur et sur le chercheur-entrepreneur. Aujourd'hui, c'était très compliqué pour un chercheur public de devenir l'entrepreneur d'un produit qu'il aurait, d'un résultat de sa recherche. Donc on a fluidifié ce statut grâce à Frédéric Vidal, qui va permettre à un chercheur, s'il décide de lancer l'entreprise liée à sa technologie, de pouvoir continuer à être chercheur et à lancer son produit en même temps. Et ça, c'est important. Deuxième élément, ça va être le transfert. Comment on facilite le transfert sur la recherche appliquée vers l'économie. Et ça, c'est un truc sur lequel il n'y a pas de recette universelle. Par contre, on en a testé une trentaine. Sur les trentaines, on sait qu'il y en a quelques-unes qui marchent. Donc on va réduire la diversité des politiques de transfert des universités et des laboratoires de recherche pour faciliter cette diffusion. D'accord. Donc vous avez mentionné le fait de la nécessité d'avoir des fonds mutualisés, donc notamment avec l'Europe, dans notre cas. Et si on prend un exemple très concret, aux États-Unis, ils ont une agence pour l'innovation qui s'appelle la DARPA, qui mobilise énormément d'argent. Et en France ou en Europe, ce qu'on essaye de faire, c'est de un peu copier ce modèle avec une initiative qui s'appelle l'agence JEDI, qui est une agence européenne nouvellement créée qui s'inspire de ce modèle pour rassembler des fonds européens et pour les investir ensuite dans les technologies du futur. Mais son ambition est de brasser 1 milliard d'euros par an une fois la vitesse de croisière atteinte, alors qu'en 2018, la DARPA, qui est le modèle américain, a mobilisé 32 milliards d'euros. Donc, quel avenir déjà pour la mutualisation des fonds européens? Est-ce que dans tous les cas, ils peuvent concurrencer la somme que rassemblent les États-Unis? Pensez à la somme de ce que nous mettons chacun. Regardez quelle est la dépense innovante de l'armée française. Regardez ce qu'est le montant de la dépense innovante de la DGA cette année. Regardez l'agence d'innovation rattachée au sein de la Direction générale de l'armement qui a été annoncée par la ministre. Ce milliard JEDI, alors vous êtes sympa avec JEDI. JEDI, de la même façon que les États-Unis mobilisent aussi d'autres fonds en dehors de la DARPA. Donc en fait, si on non, parce que la DARPA, c'est tous les fonds de l'innovation militaire des États-Unis qui sont à la DARPA. Mais c'est beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Mais ils sont plus gros que la France. Mais si on fait la somme de ce que tous les pays d'Europe font, on est en dessous, mais on n'est pas loin. Donc il ne faut pas qu'on ait trop peur. JEDI, vous êtes sympa avec eux parce que en fait ça n'existe pas. Oui, JEDI. C'est un projet. C'est encore une ambition. Les 1 milliard de... Oui. Donc vous dites comme c'était une agence dans laquelle on n'aurait mis que 1 milliard. Pour l'instant, c'est un projet qui circule et qui est discuté entre différents pays, dont l'objectif d'atterrissage est encore incertain. Par contre, ce qui est certain aujourd'hui, c'est les annonces qui ont été faites par la ministre des Armées et qui, à titre personnel, a une conviction absolue de la nécessité d'investir dans l'hyper-innovation et dans l'innovation militaire et dans les innovations de disruption qui seront
qui seront de nature à assurer notre souveraineté d'ici une décennie. Donc moi j'ai eu la chance avec elle de visiter plusieurs laboratoires de la DGA et plusieurs startups qui ont été sélectionnées par la DGA dans des programmes d'accélération privés, d'accélération secret dans le cadre de ces fonds d'investissement d'innovation. Moi je suis très fier de cette DGA. Est-ce que c'est assez? Non. Est-ce qu'il faut continuer la transformation? Oui. C'est combien? C'est plusieurs centaines de milliards d'euros d'ici 2022. Donc c'est de ça dont on parle. L'armée, c'est un gros budget de l'État. C'est pour ça qu'on est fier d'être français aussi. C'est qu'on est un pays qui est capable de se protéger, qui est même capable de protéger ses amis et qui est capable de protéger tout un territoire et toute une zone. Donc, si on veut continuer à avoir cette force-là dans le monde, si on veut rester une force de protection, une force de sécurité, ça nous coûte de l'argent chaque année, mais vous l'avez vu l'année dernière quand le débat a eu lieu, je crois qu'on est tous convaincus en France que c'est normal. C'est normal d'investir. Et sur l'autre côté de la question, est-ce qu'on va vraiment vers une mutualisation des fonds d'innovation européens? Est-ce que c'est possible, sachant qu'on n'a pas vraiment d'union fiscale aujourd'hui en Europe? Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas fini la discussion sur l'avenir en Europe. On a beaucoup parlé de ce que l'Europe pouvait réparer, de comment l'Europe peut protéger, mais comment l'Europe, elle nous protège dans l'avenir. Ce que vous décrivez là, c'est selon moi un des sujets essentiels du débat qu'on va avoir aux prochaines élections européennes. Est-ce que l'Europe, elle doit préparer l'avenir et nous projeter dans l'avenir? Si c'est le cas, il va falloir qu'on paye un petit peu plus, tous au pot commun. Et il va falloir qu'on mutualise un peu plus au pot commun. Il va y avoir le sujet de la fiscalité générale. On ne peut pas continuer à être des pays frères, on ne peut pas continuer à être des pays qui partageons autant d'histoire, autant d'amitié, autant de fraternité, et à continuer à se faire des concurrences et des coups dans le dos sur la partie fiscale. Il y a eu une nuit très longue, il y a 2 semaines, entre les ministres des Finances, où Bruno Le Maire a rappelé quelques règles à tous. On va revenir dessus. On a redit sur la taxation. On ne peut pas continuer on va revenir dessus, à faire semblant qu'on est des amis si derrière on se fait ça. Donc là-dessus, Bruno Le Maire l'a dit avec ces mots-là et même des mots un peu plus durs, et je peux vous assurer que ce message est passé. Très bien. Aujourd'hui, la majorité des réseaux sociaux que nous utilisons sont détenus par ou des propriétaires étrangers, notamment américains. Cela va de soi. La technologie utilisée dans notre vie de tous les jours se numérise à mesure que les appareils deviennent connectés. Ces technologies sont elles aussi issues de producteurs et de réseaux étrangers. Votre téléphone, votre boîte mail, Microsoft, les boîtes email, les Microsoft Office des ministères, on disait ça, et peut-être même vos caméras de sécurité sont de marques étrangères. Est-ce que l'hypothèse d'une cyberguerre est étudiée au sein de votre ministère? Et si cette hypothèse s'avérait concrète, réelle dans le futur, comment ferions-nous? Nous avons publié, pour la première fois dans l'histoire française, le livre blanc de la cyberdéfense. On a rendu public une partie de notre théorie, de notre test d'application, notre test de réponse et notre test de sécurité sur le sujet de la sécurité numérique en France. Il y a le sujet militaire. Donc quand des forces militaires extérieures essayent d'attaquer nos infrastructures militaires, il y a quand des forces militaires extérieures essayent d'attaquer nos infrastructures critiques de l'État. Et puis il y a ce nouveau type d'attaque qu'on décrit dans ce livre blanc, qui est quand des forces militaires et ou non identifiables n'attaquent pas l'État ni nos forces militaires, mais attaquent le tissu économique et tentent de le contaminer. Soit, alors jusqu'à aujourd'hui on avait un arsenal juridique, soit ce qu'on appelle les points essentiels, les opérateurs énergétiques, les opérateurs de transport, les opérateurs d'information, soit, et là c'est vraiment le risque de 2018, 2019, 2020, 2021, d'attaquer massivement les tissus de TPE-PME. L'attaque massive d'un tissu de TPE-PME, c'est ce qu'on a connu avec les initiatives NotPetya, où pour paralyser un pays, vous diffusez des virus intrusifs à forte réplicabilité, dont l'objet est de paralyser l'économie. Parce que quand vous avez 50% des PME qui sont affectées du jour au lendemain, je vous assure qu'il n'y a plus rien qui marche. C'est-à-dire qu'on ne sait plus fonctionner sans ordinateur. Et donc ça, c'est un enjeu qui est pour nous essentiel. Le mois d'octobre, c'est le mois européen de la cybersécurité. À cette occasion, je lancerai une campagne nationale avec les 3 gestes d'hygiène de sécurité numérique du quotidien qu'on doit tous avoir en tant que citoyens, que toutes les entreprises doivent avoir. Je sauvegarde, j'installe un antivirus et surtout, je ne paye pas si je me fais rançonner. On peut trouver ça sur votre Twitter de ce matin. Mais la question est vraiment aussi au niveau d'un embargo technologique. Aujourd'hui, vous parlez d'une attaque avec des virus. Si tout simplement un État décide
de faire un embargo technologique, de ne plus vendre ces services, de les bloquer. Comment faisons-nous aujourd'hui? Vous n'avez plus d'adresse mail au sein de votre ministère. Entre partenaires économiques, comment fait-on? Est-ce qu'on a des solutions françaises? Est-ce qu'on a des start-up? Vous parliez de financement tout à l'heure. Est-ce que l'État réfléchit à une hypothèse comme celle-ci? Là, vous parlez de la session nationale du HEDN sur souveraineté numérique et cybersécurité. Le sujet de la souveraineté numérique, il se présente dans plein de domaines. Le sujet de la souveraineté se présente dans plein de domaines, pas que dans la souveraineté numérique. Le principe de souveraineté, c'est la capacité à rester autonome dans toutes les conditions possibles et dans tous les scénarios possibles, y compris les scénarios extrêmes. Et sur le numérique, il y a différents types de briques. Il y a les briques essentielles de cœur de réseau. Par exemple, la capacité à fondre ses propres puces. Si jamais, du jour au lendemain, nous n'avons plus un acteur français ou européen de confiance capable de fondre des puces, ça veut donc dire que nous ne pourrons jamais transformer notre recherche fondamentale sur les semi-conducteurs nous-mêmes. On devra toujours passer par un acteur étranger. Et il se trouve que la puce, en soi, le microcontrôleur, il incarne en lui-même matériellement tous les risques qu'il y a à ne pas être souverain. Parce qu'à l'intérieur, on peut mettre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il se trouve que beaucoup des tentatives d'intrusion qu'on a découvertes ces dernières années, elles viennent de ces microprocesseurs dans lesquels a été fondu autre chose que ce que vous pensiez qui était à l'intérieur. Et avec des créations de backdoors physiques, backdoor, c'est-à-dire des portes d'entrée arrière physiques dans des chipsets matériels physiques. Donc ça, par exemple, c'est un élément souverain. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Eh bien, la France et l'Europe s'assurent toujours que dans notre économie, il y a toujours un acteur capable de fondre des puces dans notre pays. Deuxième élément, c'est les équipements télécoms centraux. Notre téléphone, chaque téléphone, il n'est pas complètement souverain. On a à disponibilité une centaine de marques à travers le monde. Si jamais on n'est pas à l'aise avec une marque, on ira vers une autre. Et puis, c'est pas si complexe que ça, même si c'est très complexe. On se dit qu'on est capable d'aller auditer ce qu'il y a dans un téléphone et ce qu'il fait. Par contre, les équipements qui sont en cœur de réseau, ceux dans lesquels passent quasiment 100% des informations de toutes nos communications, ceux-là, c'est pour ça qu'on l'a rajouté dans le code pénal, on a rajouté des conditions qui permettent de s'assurer de la souveraineté des équipements qui sont à l'intérieur. On a un droit, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, sur certains de ces équipements, mais qui sont limitativement listés, a le droit d'exiger tout. Le code source, elle a le droit d'exiger le plan des puces, elle le fait découper, on vérifie dans tous les détails et on émet un certificat de validité et de souveraineté. Ça, c'est quand on utilise un équipement étranger dans un cœur de réseau. Est-ce qu'il faudrait absolument qu'on ait un constructeur? On a essayé. Et malheureusement, on n'a pas réussi à garder des constructeurs rentables et des constructeurs durables sur certains de ces équipements. Alors, aujourd'hui, est-ce que des pays sont en train de faire du dumping en sursubventionnant certains acteurs pour nous saturer de leurs équipements et donc potentiellement nous saturer de portes arrière? Eh bien, vous allez voir que sur chacune des marques, et je n'en citerai aucune ce soir, chaque pays a eu des réactions différentes et qui ont varié. La France aussi. On a parfois interdit certains équipements sur certains types de réseaux. Les Américains ont une liste de marques qui ne sont plus invitées à pouvoir vendre aux États-Unis. Et aujourd'hui, je veux vous le dire vraiment comme une conviction, il n'y a pas d'ennemi identifié. J'allais dire l'ennemi, il est partout, mais ce n'est pas l'ennemi, c'est le risque. Le risque, il est partout. Parce que parfois, c'est un autre pays qui va payer l'acteur d'un autre pays pour venir vous contaminer. Donc la souveraineté, elle passe par la maîtrise du plus haut niveau possible dans notre pays, de toutes les connaissances de techniques d'attaque. Et moi, je peux vous dire que je suis très fier, encore une fois, de la qualité de nos ingénieurs militaires et nos ingénieurs de l'ANSSI. L'ANSSI s'occupe de la sécurité numérique civile, et ensuite on a des équipes militaires qui s'occupent de la sécurité numérique militaire. On a parmi les meilleurs acteurs de ce sujet dans le monde. Et donc c'est pour ça que les pays frères avec lesquels nous contractualisons des échanges d'informations sont des pays qui sont de très haut niveau, mais sur ce sujet-là, il n'y a pas d'amis, quoi. D'accord, merci beaucoup. Mais vous parliez d'équipement, et qui dit équipement dit aussi industrie. Or, aujourd'hui, le fonds d'investissement dont nous avons parlé, il est financé en partie par la cession d'actifs. Cession d'actifs détenue par l'État dans des entreprises telles que Engie et Renault, qui sont des entreprises stratégiques. On connaît l'inquiétude des Français concernant la désindustrialisation. On rappelle également les guerres d'actionnaires ayant lieu dans certaines entreprises stratégiques, notamment Alstom récemment, qui est fournisseuse des turbines qui alimentent nos centrales nucléaires. Et pourtant, c'est une récente prise de contrôle américaine au capital de la branche nucléaire qui a eu lieu récemment. Est-ce que la souveraineté numérique se finance aux frais de la souveraineté industrielle ?
Là, vous cherchez surtout à faire un effet de question, parce que les deux ne sont pas vraiment liés quand même, si on se dit les choses. Un petit peu, parce que c'est quand même le fonds qui va financer les innovations de rupture et qui est financé en partie grâce à la cession d'actifs industriels. Et la Française des Jeux, c'est stratégique ? Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi EDF, il y a aussi il y a Thales en partie. Enfin, vous ne cédez pas les actifs de Thales, mais vous prenez quand même de l'argent de la part des recettes qui sont produites par les actifs que vous détenez chez eux. Je vous provoque, mais ce que je veux dire par là, c'est que la philosophie n'a pas été de dire c'est moins souverain, donc on vend. On a identifié quels étaient les actifs dans lesquels le rôle de l'État n'apportait rien. Je vais vous dire, il y a un moment, le fait que l'État mobilise des actifs pour la Française des Jeux était inutile. Le fait que l'État soit actionnaire de Engie, c'est une question qui se pose. Est-ce que l'État a besoin d'être actionnaire à 30% d'un grand acteur qui est déjà un acteur extrêmement mondialisé, très puissant et très fort dans ses bases, avec une stabilité financière, une notation de stabilité financière extrêmement élevée? La réponse est « je ne suis pas certain que l'État est essentiel ». C'est pour ça que les débats et les questions étaient ouvertes sur tous ces sujets depuis plusieurs mois, pour savoir quels sont les actifs qu'on peut céder. Mais sur la souveraineté, moi je veux vous dire que c'est vraiment une conviction, on a besoin de s'assurer de cette souveraineté technologique et industrielle. On ne devra jamais subir des situations dans lesquelles, parce qu'on n'a plus accès aux terres rares, parce qu'on n'a plus accès à un industriel de fonte de puces, parce qu'on n'a plus accès à du cœur de réseau, de revenir en arrière et de basculer. D'où le fait que toute l'année, quand même, on travaille à identifier quels sont nos partenaires stratégiques, y compris étrangers. Et la France fait aussi des prises de participation dans des entreprises étrangères. Nous stabilisons des contrats à long terme avec des entreprises dont on considère que leurs équipements sont essentiels. Et vous avez parlé de logiciels tout à l'heure étrangers qu'on utilise. Je veux vous dire que ces logiciels étrangers, quand ils sont utilisés dans des équipements essentiels, la France exige ce que d'autres pays exigent, c'est-à-dire on a accès au code source profond et intégral de ces outils avant de les mettre au ministère des Armées ou dans mon ministère. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer à notre petit intermède, le petit jeu des mardis. Par 2 fois, Monsieur Majoubi, vous avez gagné le concours d'éloquence à la Sorbonne et à Sciences Po, avec brio. Ce soir, nous vous invitons à illustrer vos qualités d'orateur dans plusieurs situations, sans préparation et en 1 minute. Comme tout bon orateur, vous saurez ne pas être langue de bois. Ça va pas forcément vous plaire, mais on va commencer par cette situation. Et qu'est-ce que je dois faire ? Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Vous aurez 1 minute pour répondre. Vous pouvez vous lever si vous êtes plus à l'aise. Vous êtes devant Emmanuel Macron et Christophe Castaner. Ils vous ont convié à un grand oral avec Benjamin Griveaux et Hugues Rançon pour déterminer qui sera le candidat d'En Marche investi à la mairie de Paris. Crispé, le pouls palpitant, vous êtes alors candidat et devez répondre à la question suivante de votre président. Pourquoi vous, plutôt que les 2 autres? Vous avez 60 secondes. C'est parti. C'est pas déçu. Eh bien, Monsieur le Président, je vous remercie pour cette question parce que vous avez raison de dire vous. Ce qui est essentiel dans ce projet parisien, c'est le collectif. Et c'est donc ce nous plutôt que 2. On avait dit sans langue de bois. C'est plutôt ce nous 3 plutôt que 1. C'est plutôt ce nous 3 maintenant. Et nous verrons demain qui sera le meilleur pour porter ce collectif. Mais vous ne serez pas 3 à diriger la mairie de Paris. Qu'est-ce qui vous distingue? C'est pas une question piège. Qu'est-ce qui vous distingue réellement des 2 autres candidats? Ne nous mettez pas, Monsieur le Président, dès aujourd'hui dans une situation de compétition. Vous voyez bien que le travail que nous menons chaque jour auprès des Parisiennes et des Parisiens nous permet de mieux comprendre leurs enjeux, nous permet d'être plus intelligents dans la réponse que nous porterons et permettra de projeter les Parisiens dans les 20 prochaines années. Et quand nous aurons fait ce diagnostic, Monsieur le Président, vous n'aurez pas à choisir parmi ces 3, parce que la Commission nationale d'investiture n'aura qu'une évidence, celle où celui qui aura permis de porter ce projet sera celui qui le conduira devant les Parisiennes et Parisiens. Très bien, merci beaucoup. Je vous ai dit que je n'irai pas. Deuxième situation. C'est pas Paris la deuxième, je sais. Plus classique. Vous êtes face à une assemblée de business angels internationaux qui souhaitent investir dans une start-up. En tant que secrétaire d'État chargé du numérique,
c'est votre chance de porter à leur attention un projet peu connu qui vous tient particulièrement à cœur. Que leur diriez-vous pour les convaincre d'investir dans ce projet qui manque cruellement de financement? Vous avez là encore 1 minute. Il faut pitcher. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si, comme moi, vous avez toujours eu l'envie de changer le monde autour de vous. Si vous n'avez pas toujours eu l'envie d'avoir de l'impact, toujours avoir eu l'envie d'être utile aux autres, de se dire, tiens, ce matin, j'ai pu changer la vie de celui-ci, de celle-là, et être fier de ce changement. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un projet qui peut transformer notre société, mais plus loin, qui peut transformer la façon qu'on a de vivre ensemble, de se parler, de se regarder, de chaque jour vivre dans notre ville, et de permettre à chacun d'échanger toujours plus. Ce projet, si vous investissez, c'est plus que de l'argent que vous aurez en retour. C'est une communauté qui vous aimera, une communauté qui vous accueillera, et je crois que c'est le sens d'une vie. Merci beaucoup. On pitch sa boîte sur ses avantages forts. Vous me demandez de pitcher une boîte fictive sans connaître ses avantages. Non, justement, c'est peut-être pas été clair. On cherchait un projet, mais on a vu que vous arrivez à brasser du vent sans avoir de projet, et c'est très fort. Sinon, juste rapidement avant la prochaine situation, une petite start-up là que vous aimeriez partager à ce public d'étudiants qui cherchent bientôt chercher un stage. Et vous êtes drôle, je suis le ministre des startups. Si j'en dis une, c'est comme si on me disait c'est qui votre enfant préféré, c'est qui le plus beau, le plus intelligent, etc. Vous êtes définitivement très bon. Attendez, si vous cherchez un stage dans une startup, s'il vous plaît, écrivez-moi et je vous oriente vers les meilleurs stages de la place, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est noté, je pense. Ah ouais, notez-le. On lance l'opération Un stage dans une start-up et moi j'en trouve autant que vous voudrez. Ça marche. Donc pour cette 3e situation, votre carrière de ministre loin derrière vous, ayant renoué avec vos premiers amours entrepreneuriaux, vous profitez d'un samedi après-midi de libre pour participer avec votre conjoint à l'émission Top Chef. Tout content de pouvoir laisser libre cours à vos talents de cuisinier, de pouvoir enfin revivre les instants émotions de votre CAP cuisine, vous devez à présent choisir le mets que vous servirez à 300 convives parmi ceux-ci. Donc nous avons d'abord le royal au chocolat. Si l'amertume du chocolat n'est pas toujours agréable en bouche et que la recette peut sembler un peu vieillotte, le dessert apporte tout de même une touche finale de fraîcheur à votre repas. Nous avons ensuite une sauce hollandaise, plus flasque que le flambi. Elle manque parfois de consistance. Attention, elle est plus calorique qu'il n'y paraît. Et à droite, enfin, nous avons le macaron. Moderne, disrupteur, son onctuosité lie le croquant gauche au croquant droit, mais attention, si son image de marque plaît visuellement, il pourrait décevoir certains de vos convives une fois en bouche. Lequel choisissez-vous de servir à vos convives? Encore une fois, vous avez 1 minute. Déjà, à la maison, c'est Top Chef tous les soirs. C'est moi qui cuisine et lui qui goûte. On a vu ça sur votre Instagram. Alors, qu'est-ce que je ferais pour ces 200 convives? Déjà, je serais très heureux de cuisiner pour eux tous. Mais objectivement, si on regarde, qu'est-ce qui est agréable quand on est 200 tous ensemble? C'est de se regarder, de se dire que c'est bon, c'est de partager la complexité. Moi, je trouve que le macaron, c'est un plaisir solitaire ou à deux. La sauce hollandaise, c'est un plaisir pour personne. C'est un drame, la sauce hollandaise. Je ne sais pas si quelqu'un ici, qui aime la sauce hollandaise ici? Là, quand on me verse ça au brunch, je ne comprends pas l'intérêt. Donc évidemment, regardez, un beau chocolat et d'une marque française, pourquoi pas Valrhona, avec un petit cœur chocolat à l'intérieur, chocolat au lait, et à l'extérieur un truc bien noir, un peu amer. Et puis vous avez vu là, il a fait des pralines bien croustillantes au four qu'on a éclaté par-dessus. C'est gras, c'est bon, c'est sucré, il y a des nuts à l'intérieur, ce sera... Le royal donc, vous recevrez peut-être un petit SMS après. Et puis vous vous souvenez, tout se tient. Dans ma biographie, il manquait peut-être... Non, il y était. Vous savez, mon affection particulière pour Ségolène Royal, donc ce sera le Royal pour tous. D'accord, c'est noté. Il est beau quand même, hein? Alors, c'est Noël. Édouard Philippe vient vous voir dans votre bureau et vous annonce qu'il n'a pas eu le temps de faire votre Secret Santa. En échange, il vous propose une loi, une seule. Cette année, il utilisera son 49.3 rien que pour vous. Ne vous loupez pas, c'est l'occasion unique de faire passer la loi qui vous tient particulièrement à cœur, qui ne dépend pas de votre ministère, que vous souhaiteriez voir adopter avant la fin du quinquennat.
Quelle est-elle? Elle ne dépend pas forcément de votre ministère. 1 minute. Mais je vais vous dire quelque chose. Édouard Philippe, merci. Merci de cette proposition. Mais je n'en aurais pas besoin parce que vous avez su, et nous avons su tous ensemble, cette année, mettre à l'agenda toutes les lois les plus importantes pour les Parisiens et pour les Français. Oui. C'est bon. On a la sortie. Et pour moi-même, voilà. D'ici la fin de l'année, il va y avoir les lois. Pris à votre langue de bois, c'est fort. Il va y avoir, c'est drôle, c'est dur de faire ça. Il va y avoir, non, je vais vous dire, monsieur Édouard Philippe, monsieur le Premier ministre, cette loi qu'on va porter de bioéthique et qui inclura les sujets de la PMA est très importante pour moi et je vous remercie d'avoir eu le courage de l'avoir menée jusqu'ici. Le plan pauvreté qui a nécessité des adaptations de notre droit, je vous remercie de l'avoir porté jusqu'au bout. Je vous remercie encore de cette loi Pacte qui a permis à toutes ces entreprises de se déployer. Non, vraiment, merci Édouard Philippe, je n'ai pas besoin de ce 49.3. Très bien. Là, une dernière où vous ne pouvez pas vous esquiver. Dernière situation. Vous recevez un faire-part par voie postale, vous habitant à Versailles, pour une table ronde sur, je cite, les évolutions des mœurs de la société à l'ère numérique, avec des invités mystères. Si vous acceptez gentiment l'invitation, vous refusez néanmoins de respecter le dress code qui mentionnait chemise à carreaux, pantalon en velours rouge et mocassins en daim et à gland. Étonnant que cela ne vous ait pas mis la puce à l'oreille. Peut-être pensiez-vous naïvement vous rendre à une conférence à Saint-Jean-de-Luz. Mais c'est en fait sur une réunion de sens commun que vous tombez. La première question vous est posée par une militante, une certaine Frigide Barjot. Monsieur Majoubi, j'ai cru à une fake news quand j'ai vu que monsieur Macron nommait un secrétaire d'État arabe et homosexuel. Mais alors quand j'ai vu qu'une double page vous était consacrée, à vous et votre conjoint dans Paris Match, imaginez quelle ne fut ma surprise. J'ai cru à une cyberattaque du magazine. Non mais franchement, vous et vos lobby gays, vous n'en avez pas marre de tout ce prosélytisme? Tétu, oui, mais Paris Match, non. Vous ne tiendrez pas plus de 60 secondes devant eux, mais cette minute doit les marquer à jamais. Nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, de sens commun, que je rencontre parfois sur les marchés, donc ce n'est pas la première fois que je vous rencontre ce soir, et nous avons souvent débattu. Vous savez qu'à chaque fois, vous avez rencontré face à moi beaucoup d'écoute, et de la part de notre gouvernement, et de la part de notre président. Sur tous les sujets où nous avons été en désaccord, à chaque fois, nous vous avons permis de les exprimer dans la plus grande profondeur, dans la plus grande écoute. Nous avons même pris des risques pendant la présidentielle en rappelant qu'au moment du mariage pour tous, nous vous avions peut-être tous collectivement brusqués. Mais je vous demande aujourd'hui, mesdames et messieurs, alors que vous avez peut-être un problème avec mon prénom ou mes mœurs, d'accepter l'idée que moi je vous aime. Et donc, je vous le dis, vous, vos enfants, je me battrai pour eux, pour leur offrir cet avenir plein de simplicité, de sincérité, de sécurité. Comptez sur notre gouvernement pour être le gouvernement de tous les Français et de toutes les Françaises. Et nous irons jusqu'au bout sur les sujets sur lesquels nous nous étions engagés. Vous ne serez pas d'accord, mais vous resterez pour nous des concitoyens. Bravo. Ça vous va? Un message plein d'amour. Je pense assez ce que je viens de dire. Très bien. Est-ce que vous pensez également un jour avoir un enfant avec votre conjoint? Moi, à titre personnel, oui, j'en ai très envie, je suis très prêt. Après, nous avons une discussion de couple aujourd'hui qui ressemble à celle de tous les couples, qui est que mon conjoint est un peu plus jeune que moi et qu'il a une carrière complexe lui aussi. Vous voyez, c'est Michael, il est beau. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, mais c'est une discussion de couple. Voilà, on n'est pas tous prêts au même moment. Et donc, si vous êtes d'accord, aujourd'hui en France, un peu compliqué. Michael arrive là et je veux... Si vous êtes d'accord, c'est une situation compliquée en France. On sait que c'est pas facile d'adopter pour les couples homosexuels aujourd'hui. Vous êtes souvent en bas des listes. C'est une réalité. Le recours, c'est la GPA. C'est pas encore autorisé en France. Il y a quelques pays qui l'autorisent, le Canada, les États-Unis. Comment vous feriez? Moi, je vais vous dire où j'en suis personnellement, intellectuellement là-dessus, et puis en tant que membre du gouvernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la GPA, elle n'est pas souhaitable. On l'a répété à plusieurs reprises. Le président de la République a même eu l'occasion d'expliquer pourquoi on pense qu'elle n'est pas souhaitable. On a pris le temps pendant la présidentielle pour dire à ceux qui nous le demandaient, est-ce que vous défendrez la GPA? Emmanuel Macron a été assez clair, et je suis, mais alors là-dessus, complètement d'accord. Avant 2022, je ne vois pas
à quel moment on peut démarrer cette discussion. C'est-à-dire que la GPA, c'est pas juste la continuité de la PMA ou la continuité d'autres questions sur l'acceptation de personnes différentes. La GPA, c'est une question complètement nouvelle sur la question culturelle dans notre société du rapport au corps et du rapport... Alors, je ne sais pas si le mot c'est marchandisation, mais objet-ification ou utilitarisation du corps, qui ne passe pas que par la GPA, qui peut aussi être l'humain augmenté. Vous savez, aujourd'hui, on peut refaire du cartilage d'oreille sur le dos d'une souris. Ben, on pourrait le faire aussi avec un humain, mais on ne souhaite pas le faire. On a dit que ça, le corps ne pouvait pas servir à produire des organes pour d'autres. Alors ça pourrait être accepté dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, à un autre moment dans l'histoire. Mais ce n'est pas du tout le moment. Et donc c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, culturellement, ça n'est pas, absolument pas, le moment de pouvoir se poser cette question-là en France. Après, sur la question des enfants nés de la GPA à l'étranger, moi là-dessus j'ai une position personnelle très engagée, qui est qu'on ne peut pas laisser des familles dans des situations terribles comme on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des enfants dont le deuxième parent n'est pas reconnu, on a des enfants dont le premier parent parfois n'était pas reconnu, mais ça la France a arrêté de faire ça, on avait des enfants qui étaient retenus à la douane sans leurs parents, donc ça c'est des drames pour l'intérêt de l'enfant qui ne sont pas souhaitables. Donc ça, il faut qu'on résolve ces questions-là. Mais sur la question de la GPA dans la société française et même dans la société européenne, je pense vraiment qu'il faut qu'on se repose la question dans 5-6 ans, mais que là, c'est pas du tout le moment. Et je mettrai ça sur tous les sujets de l'humain augmenté, du corps humain utilisé comme un outil. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Revenons un peu à nos moutons qui est quand même le numérique et l'intervention de l'État dans le numérique. Donc on a une interrogation fondamentale concernant le rôle de l'État dans une économie numérique et la place que peut avoir la réglementation autour de cette économie et de ces nouvelles Vous voulez vraiment qu'on parle réglementation avec la photo de mon mari et de mon jardin? On peut changer. Même si elle est vraiment pas belle. Alors, le numérique a fait naître des géants économiques omnipotents, plus puissants que les États, des géants qui seront les seuls à posséder et maîtriser les bases des infrastructures du XXIe siècle. C'est-à-dire des plateformes, des données accumulées de milliards de personnes, des intelligences et des compétences pour en profiter, mais aussi de la richesse. Ces géants s'appellent Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Ils engrangent chaque année plus de 556 milliards de dollars et sont valorisés à près de 3500 milliards de dollars à eux 5 en 2017. Alors, monsieur Majoubi, constatez depuis votre bureau de l'avenue Ségur qu'Apple réalise 11 milliards de bénéfices nets en 3 mois et qu'Amazon augmente de 30% ses effectifs chaque année. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire un grand sentiment de responsabilité. C'est pas de la crainte, c'est pas de la peur, c'est pas de la béatitude, c'est une attitude qu'on doit tous se construire sur qu'est-ce que ça veut dire pour nos démocraties que des entreprises comme celle-là soient aussi puissantes. Ça pose des questions sur la structure de nos économies, sur la compétition, sur la concurrence, sur la fiscalité. Sur la concurrence, on a toujours créé un droit national, européen, international, où l'évidence, le primat de toute discussion est de dire nous favorisons la libre concurrence et nous pensons qu'un système où des entreprises concurrentes sur un même secteur est de nature à favoriser l'innovation et à faire baisser les prix. C'est ça la théorie d'une économie libérale. Aujourd'hui, est-ce que toutes ces conditions sont réunies? Pas complètement. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas un horrible gauchiste en vous disant ça. Donald Trump, la semaine dernière, a ouvert le sujet. Les Américains, le président le plus libéral de l'histoire des États-Unis, redit il y a peut-être un sujet sur la concurrence. Il se trouve qu'en Europe, on a des outils de régulation de la concurrence qui sont assez datés. Mais la commissaire que nous avons, la commissaire Vestager, est extrêmement moderne. Donc avec des outils juridiques anciens, elle a réussi à poser des questions très modernes. Et donc il y a eu cette histoire Google Shopping. Alors Google Shopping, si vous ne l'avez pas suivi, cette histoire, elle est terrible. On avait, pour ceux qui étaient vivants en 99, 2000, 2001. Ah, non mais qui avait plus de 5 ans? Ah, voilà. À l'époque, on avait des pubs toute la journée pour les comparateurs de prix. Quel coût, etc. On était bombardé de publicité dans tous les sens. Et quand vous alliez sur Internet, vous alliez, pas sur Google par défaut, vous alliez sur un moteur de recherche et vous tapiez quel coût ou un autre moteur de comparaison de prix. Et puis un jour, Google s'est mis à avoir cette place importante dans les moteurs de recherche. Et à chaque fois que vous tapiez un moteur de comparaison de prix, Google vous disait « Ah, t'as pas besoin d'aller sur quel coût, moi je me suis fait Google Shopping, je te fais mon propre comparateur de prix, tu peux rester chez moi. » En 3 ans, l'intégralité des entreprises de comparateurs de prix
ont disparu et ont fait faillite. Et Google Shopping, après 7 ans d'enquête, a été condamné pour avoir été un élément perturbateur de ce secteur. Sauf qu'au moment où Google est condamné, il n'y a déjà plus de marché, ils sont tous morts. Donc ça veut dire que nos outils qui condamnent au bout de 7 ans sont complètement obsolètes. Là, aujourd'hui, Madame Vestager, qui est toujours pleine de créativité et que j'admire quotidiennement, vient de lancer une enquête en se posant la question de savoir si la somme d'informations que possède Amazon n'est pas de nature à lui donner un avantage compétitif sur les entreprises que lui-même accueille sur sa plateforme. Eh ben, c'est pas mal comme angle, parce que ces entreprises sont encore là, sont encore vivantes, et ça va permettre d'apporter des réponses aujourd'hui à un déséquilibre fort qu'on trouve. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on avait un tabou hyper fort face à l'innovation, parce qu'on était dans une phase d'immaturité naïve et béate face à l'innovation. On se disait, c'est plus important de favoriser l'innovation que de l'empêcher. Sauf qu'aujourd'hui, on a atteint une maturité. Ces plateformes, c'est plus juste des jeunes entreprises innovantes qui nous apportent de l'innovation au quotidien. C'est des boîtes qui valent 1000 milliards de dollars. Notre cerveau n'est même pas configuré pour être capable de se représenter ce que c'est que 1000 milliards de dollars. Ces boîtes, aujourd'hui, sur certains secteurs, elles contrôlent 100% d'une des étapes de la chaîne de valeur. Donc, on ne peut plus les regarder comme avant. Donc, il y a le sujet de concurrence. Sur la fiscalité. Sur la fiscalité, moi, c'est la plus grande rage intérieure que j'ai. On va y revenir après ou pas? C'est la question que je vais vous poser tout de suite sur ces champions hors catégorie de l'optimisation fiscale. On va juste pour prendre l'exemple pour le public, on va prendre l'exemple de Facebook qui, pour l'exercice 2016, n'a déclaré que 37 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et n'a payé que 1,2 million d'euros d'impôts. 37 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1,2 million d'euros d'impôts. D'après ses propres comptes, Facebook génère 17 euros par utilisateur, de revenus par utilisateur, et revendique pas moins de 32 millions d'utilisateurs en France. Donc si on fait un rapide calcul, son chiffre d'affaires réel en France serait de plus de 540 millions d'euros, et la somme imposable s'élèverait à 80 millions d'euros, à des années-lumière du 1,2 million d'euros payés actuellement. Un autre exemple, très rapidement, Le Bon Coin, qui paye en France 4 fois plus d'impôts que tous les GAFA réunis. Le gouvernement français, devant une telle injustice, on a compris votre rage, décide enfin de taper du poing sur la table. Pour certains, de l'effleurer, on va voir après votre avis, et se bat pour obtenir une taxe européenne du numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette taxe et de votre rage? L'impôt, c'est le contrat qui lie les entreprises avec l'intérêt général, c'est le contrat qui lie le développement économique et le progrès avec l'intérêt collectif. Quand on ne paye plus l'impôt, on n'est plus dans ce contrat. Et donc, on ne mérite plus sa place dans l'espace collectif. Il ne faut pas oublier que une économie libérale, ce n'est pas une économie qui renonce à l'intérêt général. C'est une économie qui pense que les acteurs économiques, en étant libres et en respectant des règles, peuvent avoir un impact positif au global pour la vie des citoyens. Parce que l'objectif de toute communauté d'hommes qui se réunit ensemble, c'est de vivre longtemps, de vivre heureux, de vivre unis. Ce n'est pas de simplement s'enrichir chacun. Et donc, quand on décide d'une économie libre, on décide qu'en même temps, l'impôt est la contrepartie de cette liberté. Quand on ne paye plus, eh bien, on met en danger l'intégralité de l'équilibre. Aujourd'hui, comment vous arrivez à expliquer à une PME qui paye 30% aujourd'hui, mais grâce à nous va descendre à 25% d'ici la fin du quinquennat d'impôts par an, que parce qu'ils font un sandwich hollando-irlandais, ces entreprises arrivent à créer des... Qui ici a fait un peu de droit fiscal? Bon. Faites-en plus. Moi, il se trouve que je suis spécialiste de droit fiscal. Je peux vous dire qu'en tant qu'étudiant, je tirais un plaisir infini de mes cours de droit fiscal, parce que le droit fiscal, c'est comme de la fiction, c'est comme du roman, c'est beau, quoi, le droit fiscal. Ces boîtes-là, pourquoi est-ce qu'elles ne payent pas d'impôts? Parce qu'elles payent des romanciers. Elles payent les meilleurs cabinets d'avocats en droit fiscal du monde, qui créent des fictions juridiques qui se basent sur quoi? Sur notre incapacité à nous mettre d'accord. Aujourd'hui, Apple, Facebook, Amazon, Google, je vous le dis, respectent absolument toutes les lois que nous avons mises en place. Nos lois sont absurdes. Nos lois sur la fiscalité internationale, les traités internationaux liés à la fiscalité, ce qui nous unit entre nos frères d'Europe, mais aussi nos traités internationaux, n'ont jamais
accepté d'avoir le courage de traiter de pleine face ce sujet. Ce sujet, il est traité aujourd'hui à l'OCDE, dans le cadre de BEPS. Cet après-midi, j'ai vu monsieur de Saint-Amand, qui est le monsieur qui, au sein de l'OCDE, traite de ces sujets de fiscalité internationale. Aujourd'hui, on est à ça. Alors ça, en temps OCDE, ça peut être 2 ans ou 10 ans, mais on est à ça, de réinventer complètement le mode de calcul de l'imposition internationale. Et quand on aura réussi cet accord au niveau international, cet accord au sein de l'OCDE, et qu'on l'aura diffusé dans nos économies, donc ça va peut-être un petit peu de temps, on arrivera à un système viable où ces optimisations ne sont plus possibles. Aujourd'hui, quand vous regardez les rapports annuels de ces boîtes, à la fin des fins, ils payent quand même entre 17 et 20% d'impôts net mondial, avec leurs frais d'avocat inclus à l'intérieur, etc. Aujourd'hui, on se dit que la normalité, elle est plutôt à 25. Mais ce qui va être important, c'est la répartition entre tous. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé entre la fin d'Obama et le début de Trump. Il y a quand même eu le rapatriement de plusieurs trillions de dollars, des trillions de dollars. Trillions, c'est aussi un chiffre qu'on n'est pas capable de penser et d'imaginer. On a bien compris que c'était énorme, mais juste très concrètement... Vous dire. Oui, mais juste qu'on est pressé par le temps. Ce que nous devons avoir, c'est cette solution internationale. C'est celle-là. Mais elle va prendre entre 2 et 10 ans. D'où la Sunset Clause. D'où la Sunset Clause et l'urgence absolue que nous portons avec Bruno Le Maire, qui est de dire... aux pays d'Europe, on ne va pas attendre que ça se finisse avant d'avoir des solutions à proposer à nos peuples. Donc, nous devons immédiatement avoir cette taxe qui est, comme toutes les taxes, injuste, puisqu'elle est décidée, elle est appliquée du jour au lendemain, sauf qu'elle est juste parce qu'il n'y a pas l'impôt qui, lui, juste, est encore en train d'être négocié. Donc, trop de nos pays frères d'Europe nous avaient dit « Mais attendez, on ne va quand même pas passer du temps là, à négocier une taxe qui sera obsolète dans 2-3 ans parce qu'on aura trouvé la solution à l'OCDE. » Et donc, Bruno Le Maire, dans sa grande créativité, a répondu « Écoutez, vous savez quoi, je suis d'accord avec vous, je vous propose qu'on ajoute la Sunset Clause qui dit « On l'applique maintenant, et si jamais tout le boulot qu'on fait à l'OCDE fonctionne et que cette nouvelle fiscalité internationale arrive, eh bien, à la minute même où elle entre en vigueur, cette taxe disparaît au niveau européen. » Ça nous a permis de faire revenir plusieurs de ceux qui s'étaient éloignés de nous. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, il nous reste 2 mois pour finir de négocier. Il reste quasiment plus aucun pays qui dit non. Il reste que des pays qui disent oui mais. Donc maintenant, ça va être chacun. Les Allemands nous ont fait le coup. Au début, ils étaient dans le grand oui avec nous. Maintenant, ils sont dans le grand oui mais. Les Luxembourgeois étaient toujours dans le non, mais grâce à ça, ils ont dit oui mais. Les Irlandais étaient dans le non absolu, ils rentrent dans le non peut-être, et maintenant ils vont rentrer dans le oui mais. C'est de la dentelle. Bruno Le Maire passe son temps avec les ministres des Finances de chacun de ces pays à discuter avec eux des contreparties, des besoins, des attentes, mais aujourd'hui, aucun de ces ministres, et nous les mettons face à leurs responsabilités, le président de la République les met face à leurs responsabilités. Aucun de ceux-là ne peut retourner dans son pays après et ne peut retourner devant son peuple aux prochaines élections et dire « je n'ai rien fait sur la fiscalité ». Donc on va mettre tout le monde face à ses responsabilités là-dessus. On ne va pas continuer quand même, juste pour rappeler le business model de Facebook, de Google, de Facebook et Google surtout. Ce sont nos PME françaises qui font 90% de leur chiffre d'affaires français. C'est-à-dire que ce sont des boîtes françaises qui payent pour faire de la pub, pour nous toucher, nous tous, consommateurs, qui sommes sur ces plateformes-là. Et donc, c'est de l'argent qui vient de l'économie française pour toucher des clients français qui achètent ensuite des produits français sur le territoire français. Et entre les deux, 100% de la valeur s'est barrée. C'est pas possible. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Ministre. On aurait aimé vous parler des arguments de vos opposants et de plein d'autres sujets, mais le temps nous presse. Du coup, nous allons passer aux questions de notre partenaire La Tribune. Le public peut déjà préparer des questions si vous le souhaitez. On n'a pas abordé les travailleurs indépendants, on n'a pas abordé l'intelligence artificielle, plein de sujets qu'on comptait aborder, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces thèmes ou des questions plus personnelles. Voilà, on va écouter du coup la question de notre journaliste de La Tribune. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les étudiants de l'ESSEC et au Mardi de l'ESSEC. La Tribune est très fière cette année encore d'être partenaire de vos soirées des Mardis de l'ESSEC et nous allons vous accompagner toute l'année en posant une question à vos invités. Donc la première est posée à Mounir Majoubi. Monsieur le ministre, nous voudrions vous poser la question suivante. À France Digital Day, que vous avez ouvert ce matin, a été révélée une étude qui montre que les startups françaises s'internationalisent de plus en plus. Selon un baromètre fait par le cabinet EY, elles réalisent une part croissante, majoritaire de leur chiffre d'affaires à l'étranger.
Alors que le président Emmanuel Macron doit, début octobre, faire de nouvelles annonces pour favoriser l'écosystème des startups, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les principales mesures que vous comptez prendre pour accompagner, accélérer ce mouvement d'internationalisation des startups françaises, à l'image par exemple de Blablacar qui vient d'annoncer de très beaux résultats à l'étranger. Voilà, c'était ma première question. Si je puis me permettre de poser une deuxième question au ministre, ça serait de lui demander, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les médias, mais les lecteurs aussi des médias, c'est la question des droits voisins. Le Parlement européen vient de voter une législation qui est assez intéressante pour changer l'équilibre entre les médias et les grandes plateformes comme Google et Facebook. Est-ce que vous pouvez nous dire comment concrètement le ministère du numérique pourrait, avec le ministère de la Culture, mettre en œuvre concrètement ces nouveaux droits et notamment faire en sorte que le métier de journaliste, qui nécessite des spécialistes, des experts, puisse être mieux rémunéré par les plateformes. Merci beaucoup. Bon, la deuxième n'était pas du tout intéressée là, pour... La première question, on l'a un peu abordée, mais je peux faire une précision particulière sur ce sujet. L'internationalisation de nos startups est la seule solution à cette volonté d'hypercroissance. 60 millions, 66 millions de Français, ce sera toujours trop peu pour autant d'investissements dans l'innovation. La seule façon, c'est d'aller vers le marché européen, plus de 500 millions, et vers le marché européen plus américain, et pourquoi pas d'autres. J'étais la semaine dernière à Jakarta, dans lequel on a signé un accord d'accueil de start-up en Indonésie et à Paris. Jakarta et l'Indonésie, c'est 230 millions d'habitants, un pays qui a beaucoup d'attentes de la part des technologies étrangères, notamment sur la santé, notamment sur la ville connectée, notamment sur les services. J'étais ensuite à Singapour, dans lequel on a un des écosystèmes de start-up les plus denses au monde, après New York et après... c'est la série des photos Mounir Voyage. Et dans lequel un des grands enjeux, ça a été de favoriser l'arrivée facile des startups sur place. On a annoncé dans le nouveau chapitre de la French Tech ce qu'allaient devenir ces communautés d'entrepreneurs French Tech à l'étranger. Notre volonté aujourd'hui, et je vais vous donner ça comme exemple à vous tous, si vous cherchez des stages, avec le VIE ou même sans le VIE, aujourd'hui à New York, si vous êtes un start-upper français, que vous avez un projet qui est viable et que vous arrivez à New York, vous avez une communauté de plusieurs centaines d'entrepreneurs français qui vont vous aider à identifier les investisseurs locaux, qui vont vous aider à identifier les meilleurs partenaires potentiels pour lancer votre boîte. Aujourd'hui, les Français sont les premiers accompagnateurs des autres Français pour leur expansion internationale. Si vous décidez de viser le marché indonésien, vous trouverez une communauté d'une centaine de Français sur place. Si vous allez en Chine, vous avez 3 écosystèmes French Tech en Chine. 3, où vous trouverez à chaque fois des Français qui vous aideront à accélérer. BPI, Business France ont tous maintenant des outils pour financer l'expansion export pour le numérique. Traditionnellement, on finançait l'expansion export uniquement sur la construction d'usines à l'étranger, sur la capacité à envoyer de la marchandise. Le problème avec les startups numériques, c'est qu'on n'envoie rien. Blablacar, il n'arrive pas avec des trucs à apporter. Blablacar, il a besoin de recruter localement des gens intelligents et de développer son marché. Et donc aujourd'hui, on a développé ces outils financiers qui vont aider l'export immatériel, l'export numérique. Donc très bonne question du monsieur de la tribune. D'accord. Et la seconde qui était plus intéressée ? Alors sur la deuxième, rapidement. Très rapidement, directive, discussion récente, on va faire reconnaître des droits voisins sur la presse en ligne. Ça va permettre de faire que des sites internet comme Google aient à payer aux créateurs de ces contenus une petite part des bénéfices qu'ils tirent à les rendre disponibles sur leur plateforme. Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas claqué des mains, applaudi massivement et tout le monde n'a pas dit que cette loi était formidable, ces nouveaux règlements étaient formidables ? Bon, parce que pour pouvoir faire ça, on va mettre des outils de détection de mise en ligne de ces contenus. Et on va devoir donc scanner l'intégralité des contenus qui sont mis sur Internet. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de réserve à un moment dans les négociations. Aujourd'hui, je trouve que le texte qui est sorti est très équilibré. Et donc il va falloir maintenant, dans toute la finesse de la mise en place, s'assurer de l'équilibre des deux. Il ne faut pas que ça mette une trop grande pression sur les plus petits sites Internet. Il y a un moment... On n'a pas la même responsabilité quand on a 10 000 lecteurs que quand on a 1,5 million de visiteurs par seconde. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on ait une attitude bien différenciée sur la taille. Et ce sera la même chose sur la détection des contenus mis en ligne. Aujourd'hui, le texte final tel qu'il est permet pas une libre interprétation, c'est pas libre, mais permet des modalités
ouverte. Et donc il faudra vraiment qu'on s'assure de l'équilibre entre les deux. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. On va maintenant passer aux 3 questions du public. Donc n'hésitez pas à dire votre prénom, à vous présenter et à dire d'où vous venez. C'est une question par personne. Question courte, s'il vous plaît. Il y a les 3 messieurs du milieu. Bonjour, je m'appelle Émile Savino, je suis étudiant en première année, donc je suis entré à l'ESSEC en septembre. Et j'avais une question concernant la taxe sur les robots. Aux États-Unis, dans certains États, elle a été mise en place. C'est bénéfique pour les emplois à faible valeur ajoutée, donc les personnes qui travaillent dans les caisses de supermarchés, les personnes qui travaillent sur les autoroutes, lors des péages, etc. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que c'était... Bill Gates en a parlé, Benoît Hamon en parlait pendant la présidentielle. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez au sein du gouvernement? Vous, monsieur, quelle est votre problématique, votre pensée dessus? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en place encore? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui serait bénéfique? Et votre point de vue sur la question, en fait. Merci. Faire de la politique et être au gouvernement, c'est être dans la maîtrise du temps. C'est offrir à tous, à la nation, une capacité à décider et à dire ce qui est dans l'urgence du mois, de l'année, de la décennie et du siècle. Est-ce que la question de un monde dans lequel les machines produiront de façon autonome la plus grande partie de la valeur ajoutée va transformer notre modèle social? Est-ce que la réponse à cette question est oui? La réponse est oui. Est-ce que ça va advenir? Oui. La réponse à quand? Celui qui vous répond avec fermeté, soit est un ignare, soit est un menteur. Et donc, quand Benoît Hamon dit « il le faudra », ce revenu universel et cette taxe sur les robots, mais il a raison, il le faudra. Mais est-ce qu'il le faut dans un siècle? Est-ce qu'il le faut dans 20 ans? Est-ce qu'il le faut dans 10 ans? Est-ce qu'il le faut dans 5 ans? Est-ce qu'il le faut dans 5 mois? Nous, on a apporté une réponse très ferme là-dessus et à laquelle j'adhère totalement puisque j'ai participé à la construire. Et pas cette année, pas l'année prochaine. Et les urgences que nous avons pour les 3, les 4, les 5 années à venir ne sont certainement pas de lutter contre une sur-robotisation de l'industrie française, puisque je peux vous le dire, on est dans une sous-robotisation de l'industrie française. Aujourd'hui, on n'a pas assez de robots en France dans nos industries. Vous savez que c'est un paradoxe, intellectuellement on a du mal à l'imaginer, mais plus on a de robots, plus on est capable de rapatrier des emplois en France. Aujourd'hui, une des raisons pour laquelle on a perdu des emplois industriels en France, c'est parce que le coût de la main-d'œuvre pour la production, le coût de la main-d'œuvre non qualifiée sur la production était largement moins cher dans tous les autres pays du monde. Aujourd'hui, en robotisant une partie non compétitive des tâches au sein des industries, ça nous permet de rapatrier en France des employés qualifiés, des ouvriers qualifiés et des ingénieurs industriels. Donc, dans cette phase 1, qui est de ramener de l'industrie en France et d'augmenter le niveau de robotisation, pas de taxe sur les robots, au contraire, moi je serais pour faire une incentive fiscale sur les robots, pour que ce soit plus facile que les PME, les PMI françaises investissent dans des robots. Après, qu'est-ce que ça va être l'étape d'après? Eh bien, l'étape d'après, c'est là où moi je veux qu'on soit prêt. Et donc, il faut qu'on soit capable de discuter. Qu'est-ce qui se passe le jour où il n'y a vraiment plus aucune caissière? Qu'est-ce qui se passe le jour où on a des robots peintres en bâtiment? Qu'est-ce qui se passe le jour où vraiment on a des emplois qui aujourd'hui concernent des milliers de personnes qui vont disparaître? La voiture autonome, on doit aller vers la voiture autonome. La voiture autonome, c'est bien. Le camion autonome, c'est bien. Ça permet d'économiser des énergies, ça permet de fluidifier la ville, ça permet de fluidifier les routes, ça permet énormément de choses. Mais ça supprime 1 million d'emplois. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a les robots autonomes, qu'il n'y a plus de caissières, qu'il n'y a plus d'agents de sécurité et qu'il n'y a plus tout ça? Eh bien là, il faudra qu'on soit prêt et ça va arriver. Ça va arriver, on le sait. Et c'est tout l'enjeu des discussions qu'on a dans le cadre du prochain G7 présidé par la France et que Muriel Pénicaud a pris. Mais attention, l'enjeu des 5 prochaines années, c'est les compétences des personnes. L'enjeu des 5 prochaines années, c'est l'industrialisation et la robotisation de nos industries. Donc la réponse, c'est toujours oui. Moi, je ne crois pas qu'idéologiquement, je sois contre. D'ailleurs, vous avez vu que le vocabulaire ne nous est pas complètement étranger quand on a voulu parler du revenu minimum unique. On est certain, le revenu de solidarité unique, pardon, on est certain que l'idée de solidarité, l'idée de socialisation des risques,
elle est intrinsèque à la culture française. Donc c'est pour ça que quand d'autres pays nous disent parfois on a mis en place une expérimentation de revenu universel, parfois je souris intérieurement. Leur expérimentation, elle est inférieure à notre RSA. Donc nous aussi à ce moment-là on l'a fait. C'est-à-dire que pour eux c'est la première fois, donc ils se sentent un peu tout chauds d'avoir fait un truc. Nous, il se trouve que la socialisation du risque de perte d'emploi, la socialisation du risque de santé, on le fait depuis longtemps et ça nous coûte quasiment 50% de tous nos prélèvements. Et pourquoi on est content? Parce que c'est ça le pacte français. Le pacte français, c'est quand on a le cancer, on sait qu'on est pris en charge par la collectivité. Le pacte français, c'est on sait que quand on n'a plus rien, il reste le minimum. Le pacte français, et ça coûte beaucoup d'argent. Et vous aurez noté, alors que nous sommes pour la performance de la dépense publique, nous n'avons pas diminué les revenus de solidarité. Donc ça, pour moi, c'est un élément essentiel. Et dans quelques années, on se reverra et on discutera des termes techniques du revenu universel. Est-ce qu'on met une taxe sur la valeur ajoutée créée par le robot? Est-ce qu'on fait une taxe par robot? Mais je vous invite, et c'est encore une fois à lire un ouvrage d'histoire du droit fiscal. Je sais que c'est un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est passionnant, c'est hyper créatif. Et vous allez voir toutes les taxes qu'on a inventées à travers l'histoire. Les taxes sur les fenêtres, les taxes sur les portes, les taxes sur les chevaux, les taxes sur le nombre de roues, et à chaque fois, on a essayé de trouver le proxy le plus intéressant sur l'état de développement, l'état de richesse et ce qu'on voulait répartir. Et bien là, c'est ce qu'on va faire pendant les prochaines années. Ce sera de la belle créativité fiscale. Merci. Une seconde question du public. Bonjour Monsieur Majoubi, je m'appelle Robin Bzeta et comme Émile, je suis en première année à l'ESSEC. J'avais assisté à une de vos conférences à Vivatech en mai dernier et vous aviez parlé du projet de création du Next 40 qui serait un espèce de CAC 40 pour promouvoir quelques startups assez innovantes. Et depuis, j'ai rien entendu à ce sujet. Où ça en est du coup? Vous êtes dur, j'annonce un truc en mai, il n'est pas prêt en septembre. Mais vous avez raison d'être exigeant, il faut l'être. Le Next 40, ça va être un indice qui identifie les boîtes à très forte croissance dont on pense qu'elles ont le potentiel d'être nos futures licornes. L'objectif, c'est quoi? C'est de montrer aux investisseurs étrangers, aux investisseurs français, qu'il y a quelques boîtes qui ont été repérées et dont on pense qu'elles mériteraient de recevoir toute l'attention du public, qu'elles soient connues, qu'on en parle, qu'on les désigne et qu'on mette de l'argent dedans. Comment on fait cet indice? C'est pas le président de la République ou c'est pas Mounir Majoubi qui doit faire cet indice, c'est pas l'administration non plus. Donc on est en train de conclure le board de cet indice qui lui-même définira les critères et ensuite l'administration, à partir des critères du board, proposera cette liste. Et mon objectif, c'est que d'ici la fin d'année, on puisse proposer la première liste du Next 40 en 2018. Mais merci d'être exigeant et vous avez raison, quand on annonce en mai, il faut faire. Merci beaucoup. On continuera les discussions autour d'un verre de l'amitié, en cafétéria, où un cocktail vous a été préparé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Très rapidement, Monsieur Majoubi, pour terminer cette conférence, en 1 minute encore une fois, comme pendant le petit jeu, un message fort à adresser à notre public étudiant. Mesdames et messieurs, vous avez entre les mains les clés de l'avenir de notre société, de notre façon d'être humain ensemble. Vous allez vivre des transformations majeures, des transformations numériques, des transformations environnementales. Vous êtes la première génération qui aura la capacité à construire le monde de demain avec vos valeurs. Vous aurez à conjuguer l'ambition personnelle et l'intérêt collectif. Vous êtes une génération qui exprime depuis longtemps, qui exprime fort sa terrible envie d'impact, sa terrible envie d'appartenance collective qui s'associe à la fois au sort de la planète et au sort des hommes. Eh bien, je pense que tout ce que nous dessinons comme un brouillon aujourd'hui sur les entreprises responsables, sur les entreprises sociales et solidaires, je pense que vous assurez véritablement cette synthèse et je pense que tous les débats qu'on a aujourd'hui sur la moralité, sur l'éthique, sur l'impact de l'entreprise, vous saurez les résoudre et je vous demande à vous d'être très exigeant avec ma génération qui est légèrement plus âgée que la vôtre, mais pas tant que ça. Mais je vous invite à faire comme vous venez de le faire. Soyez exigeants, demandez que nous allions plus vite, mais vous soyez prêts à dessiner l'avenir. Moi, je crois très fort qu'il faut écouter la jeunesse. Je pense qu'il faut qu'on vous écoute fort. Vous essayez de voir ce que l'expérience peut apporter. J'essaye, moi, chaque jour de m'inspirer de l'expérience de mes collègues du gouvernement plus âgés, mais eux m'écoutent régulièrement aussi. Donc vraiment, soyez prêts à être responsables, soyez prêts à être les porteurs de cet avenir. Et nous, on sera prêts à vous écouter, on sera prêts à construire ce monde-là pour vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On se retrouve au cocktail. Merci beaucoup.